Bonjour YouTube, bienvenue dans un nouveau Café Normand. Aujourd'hui on va regarder une nouvelle fois les questions d'actualité au Sénat. Donc on va entendre les sénateurs interpeller le gouvernement sur des questions bien spécifiques. Séance qui est donc retransmise en direct depuis le Sénat et que je rediffuse moi sur ma chaîne. Si tu ne connais pas le principe des questions d'actualité au gouvernement, ce sont 16 sénateurs qui vont interpeller donc 16 fois le gouvernement, lui poser des questions. Ils ont 2 minutes de temps de parole. Les ministres qui peuvent leur répondre auront 2 minutes de temps de parole et dans la limite de ces 2 minutes à chacun, ils peuvent répondre une fois après que leur intervenant leur ait répondu. Voilà pour résumer très simplement la logique qui va nous occuper. On a 16 interventions des différents groupes politiques qui composent le Sénat et donc on va commencer d'ailleurs avec plusieurs questions où ça va être Michel Barnier, Premier ministre, qui va répondre aux questions. Et vu que c'est Michel Barnier, enfin pas que c'est Michel Barnier, mais vu que c'est le Premier ministre, il n'aura pas de limite de temps de parole, contrairement aux autres ministres et aux sénateurs. Lui pourra prendre tout le temps qu'il veut, mais en général, bon, il prend un peu plus de temps, mais il fait pas non plus un discours de politique générale d'1 h 30 à chaque fois, à chaque question, parce que sinon on s'en sort pas. Voilà, donc on est en direct du site du Sénat, du site vidéo du Sénat. La séance est sur le point de s'ouvrir, voilà, d'ici une petite minute. Et de toute façon, voilà, dès qu'il y a le flux vidéo, je vous l'envoie. Si tu apprécies les questions d'actualité au Sénat et que tu voudrais en voir plus, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner pour voir plus de contenu politique sur cette chaîne. Et bien sûr, n'hésite pas à passer nous voir sur Twitch. Les questions d'actualité au Sénat, c'est tous les mercredis après-midi. Et moi, j'aime bien les rediffuser. Donc, écoute, si tu veux voir du contenu politique et interagir avec moi, le public et les sénateurs finalement, bon, même s'ils le voient pas, et ben n'hésite pas à venir sur Twitch, voilà. Hein. On fait comme ça? Allez, on fait comme ça. Bon, on a réfléchi tout à l'heure à l'ordre du jour de cette séance de questions d'actualité au Sénat. On pense qu'il va y avoir des questions sur les grèves SNCF, sur la politique d'emploi, sur la sécurité, voilà, mais pour l'instant on n'en sait pas trop plus, sinon qu'on sait qui va parler, qui va répondre, donc à peu près quelle sera la thématique de la question posée. J'ai déjà prévu mon petit catalogue des interventions qui sont prévues. Donc j'ai déjà, voilà, avec le déroulé de la séance, l'ordre des interventions. Donc comme ça, tu pourras le suivre en direct. Bah alors le Sénat... Ouh, le Sénat est en retard. Oh, tiens, j'ai oublié d'enlever le pré-live. Oups. Bon, est-ce qu'on est encore vraiment en pré-live? On se pose la question. Bah techniquement non, vu que la rediff est lancée, hein, mais bon, voilà. Tac, tac. Non, c'est pas ça que je cherchais. Voilà. Hop, mon OBS qui était encore barré quelque part. Est-ce qu'on a le flux vidéo à 15 h? Bah il est 15 h là. Allez, allez, allez le Sénat. On se dépêche. Ah là 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 là, je vous jure. 1 minute de retard pour l'instant, hein. C'est comme à l'école, vous savez, quand on attendait là, le fameux mythe de si le prof est en retard d'un quart d'heure, on peut se barrer. Là, on est comme ça. Est-ce que la séance est annulée? Est-ce que le cours va avoir lieu? Attendez, je chronomètre. Attendez, je mets ma montre à l'endroit quand même. Attendez, je chronomètre. Eh ben, ça nous fait une 2e minute de retard. Eh ben, fantastique. Ben, j'aurais su, j'aurais lancé la VOD un peu plus tard, quoi. Parce que là, pour l'instant, je fais le mariole. Attendez, je vous montre, hein. Voilà, on a rien, quoi. On n'a rien, c'est vide. C'est vide. Bah, remarque, au moins, je vous mets ça, comme ça, dès qu'il y aura l'image, vous la verrez aussi. Et puis, je pourrai couper la musique à ce moment-là, une fois que la séance sera ouverte. Ouais, ça leur ressemble pas. D'habitude, ils sont bien à l'heure au Sénat. Ils ont même un petit peu d'avance, histoire de montrer, voilà, l'installation du gouvernement, des sénateurs, du bureau du Sénat, etc. Voilà, mais là, ça met un peu plus de temps.
Donc aujourd'hui, on aura 16 questions. Et en fait, finalement, l'ordre des questions est toujours le même par rapport à la séance précédente. Il y a juste la première et la dernière qui sont inversées. Mais sinon, en fait, c'était pile le bon ordre. Donc moi, ça m'a fait gagner du temps sur la préparation de mon petit calepin là, qui est sous la cam là. Ah! On coupe la musique. Hop, voilà. Donc ça y est, la séance va s'ouvrir, les sénateurs se lèvent puisque le... Ah, c'est un des vice-présidents du Sénat qui prend place sur le plateau, qui est donc son bureau à lui. Voilà, les membres du gouvernement sont au premier rang et les sénateurs sont derrière. Est-ce qu'on vous entend? Alors, qui êtes-vous? Ah, voilà, il a sonné la cloche, la séance est ouverte. La séance est ouverte. Le compte-rendu analytique de la présente séance a été distribué. Je vais monter le son parce qu'on Il n'y n'entend a rien. pas d'observation. Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, j'indique que le président du Sénat ne peut présider notre séance car il intervient cet après-midi devant le Congrès des maires et présidents d'intercommunalités de France. Ah bah oui, donc c'est logique. Donc Gérard Larcher est avec les maires de France, qui sont les électeurs du Sénat, justement. Je vous annoncer que nous accueillons demain, dans notre tribune, dans le cadre de la Semaine européenne de l'emploi pour les personnes en situation de handicap, une soixantaine de duos constitués de nos collègues, de collaborateurs ou membres du personnel. Le son est pas fort, hein. Ou de personnes en situation de handicap pour leur faire découvrir le fonctionnement de notre institution et nos métiers. Le Sénat est pleinement mobilisé pour l'inclusion des personnes en situation Je sais pas si ça change quelque chose pour vous que je dans le monte le son. monde du travail, notamment à travers de ces journées d'échange qui constituent un moment privilégié pour changer le regard et ensemble dépasser les préjugés. Je remercie chaque sénateur, sénatrice, fonctionnaire, contractuel et collaborateur de sa participation à cette journée consacrée à l'emploi des personnes en situation de handicap. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Et sur la chaîne Twitch de Saslil. Et en rediff sur YouTube. Vous, mes chers collègues, à observer au cours ils ne le savent pas encore au Sénat. L'une des valeurs essentielles du Sénat, le respect, qu'il s'agisse du respect des uns et des autres ou de celui du temps de parole. La parole est à Madame Maryse Carrère pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Elle est présidente du groupe RDSE et donc c'est pourquoi sa question verra une réponse via Michel Barnier. Fidèle à la Constitution, le Sénat est la maison des collectivités locales. Une maison ouverte toute l'année à tous les élus qui maillent nos territoires, avec dévouement et responsabilité, que ce soit en métropole, en outre-mer, sans oublier les conseillers de l'Assemblée des Français de l'étranger. Cette semaine, qui est celle du congrès annuel des maires de France, ils garnissent nos tribunes bien plus que d'habitude et c'est un honneur pour nous que de les recevoir. J'en profite pour tous vous saluer, mesdames et messieurs les maires, ainsi que les différents élus. Ce sont eux qui sont dans les tribunes. Sur les bancs de cet hémicycle, malgré notre sensibilité différente, nous savons ensemble défendre les communes, les intercommunalités, les départements et les régions. Monsieur le Premier ministre, vous savez comme nous ce dont tous les élus ont besoin, quel que soit l'échelon. Nous y travaillons au Sénat. Un statut qui protège la fonction d'élu, un cadre simplifié pour l'exercice des compétences locales et bien sûr une clarification des règles d'autonomie financière. À Angers, devant les départements de France, vous avez souligné que le modèle départemental est arrivé jusqu'à ses limites. Peut-on aujourd'hui en savoir plus sur votre projet d'instance de pilotage partagé? Les départements remplissent un rôle incontestable de pilier social et au fil des crises, ils investissent de plus en plus de moyens pour soutenir nos concitoyens dans la proximité, y compris pour aider nos agriculteurs qui lancent en ce moment même un nouvel appel de détresse. Ah oui, on va avoir certainement des questions sur les agriculteurs aussi. Quel modèle départemental à l'avenir? Pour le RDSE, au moins un principe à tenir, c'est que le département ne soit pas la variable d'ajustement des défaillances de l'État. Et donc, si nouveau partenariat il y a, que celui-ci s'inscrive dans un véritable contrat de confiance.
J'exprime la même demande pour les relations entre l'État déconcentré et les communes, ces dernières, bien entendu, elles aussi, garantes de la cohésion des territoires. Je vous remercie. Donc on va entendre Michel Barnier, donc, qui aurait remis en cause le système des départements. Est-ce qu'il veut les supprimer, les transformer? Merci, On Monsieur l'écoute. le Président. Madame la Présidente Carrère, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Plus fort, Michel. Bien dans le micro. Évidemment, je Comme moi. m'associe à l'hommage que vous avez rendu à tous les élus, sentinelles de la République, et acteurs de la République, du cadre communal au département, aux intercommunalités. Michel Barnier est le aux Premier régions. ministre, il n'a pas de limite de temps de Et parole. je suis très heureux que ce message de soutien et de confiance, que j'indique d'ailleurs aux élus assez nombreux, je l'imagine dans vos propres tribunes aujourd'hui au Sénat, soit porté en ce moment même par le président Larcher avec la force et la conviction qui sont les siennes. Mesdames et Messieurs les sénateurs, le Premier ministre qui s'exprime devant vous n'oublie rien de ce qu'il a appris pendant les 17 années où il a présidé un département. Ah oui, il a été président de département, Michel Barnier. Je n'ai rien oublié de cette période et de ce que j'ai appris pendant cette période, en particulier dans le travail en commun quotidien entre les maires, y compris des plus petites communes, et le conseil général à l'époque que je présidais. Et donc c'est avec cette idée que j'ai parlé au président de département à Angers la semaine dernière, parce que, en effet, je pense qu'après tant d'années, le modèle départemental est à bout, surtout quand on constate, et c'est le sentiment des conseils départementaux aujourd'hui, qu'ils se sont transformés en distributeurs de subventions obligatoires, Comment ça? le collège, l'action sociale, qu'ils sont en quelque sorte devenus, malgré eux, des opérateurs de l'État. Et moi, je pense que ce n'est pas ça le destin des départements. Le destin des départements n'est pas d'être sous-traitants de l'État. Et voilà pourquoi, Madame la Présidente, j'ai parlé de ce contrat, notamment sur les questions sociales. Le département, à mes yeux, c'est le lien avec les communes de la cohésion sociale et territoriale. Mais ça doit être partagé, ça doit être construit, co-construit, pas imposé d'en haut. Voilà pourquoi nous allons bâtir avec la ministre Catherine Vautrin et les autres membres du gouvernement ce contrat de confiance partagé, décidé ensemble, ne pas imposer d'en haut, décider ensemble et décider sur plusieurs années, parce que les départements, comme les communes, ont besoin de prédictabilité et de visibilité. Voilà, j'ai annoncé un certain nombre de mesures qui sont en discussion en ce moment même devant la Haute Assemblée pour améliorer la copie, comme on l'a demandé, aux conseils départementaux. Nous le ferons aussi avec les maires et avec le Sénat dans les temps qui viennent. Madame la Présidente, vous avez évoqué aussi d'un mot cette proximité naturelle entre les départements et le monde agricole et rural qui souffre et qui exprime aujourd'hui des incompréhensions, des colères, des demandes. Je suis aux côtés d'Annie Genevard, la ministre en qui j'ai confiance et qui travaille énormément pour répondre à la colère et aux inquiétudes des agriculteurs. Nous tenons tous les engagements pris auparavant par le précédent gouvernement et Marc Fesneau, qui avait apporté un certain nombre de réponses très concrètes. Tous ces engagements, mesdames et messieurs les sénateurs, seront tenus. Et au-delà, nous avons complété les fonds nécessaires pour faire face à la fièvre catalane. Nous avons complété des dispositifs de prêts bonifiés parce que les agriculteurs ont besoin. Bon, on a des informations sur la situation des agriculteurs. Par contre, ces mots sur la réforme des départements, ça reste très flou. Un mot sur la simplification. Bien le bonjour, je l'heure que pour gonfler le chiffre, il y a plein de merdouilles à gérer pour le taf. Bon Bon courage à toi, Kimi. Merci pour le lurk. Très loin. Pas trop loin, mais très loin. En matière de simplification, de déconcentration vers les préfets de département. Vous le verrez dans les jours qui viennent. Je veux dire à propos de la simplification que les agriculteurs ont raison de demander que l'on regarde une par une les dispositions européennes, les normes européennes et leur application chez nous. Parce que la preuve est faite que depuis une vingtaine d'années, nous avons surtransposé un certain nombre de textes. Ouais, enfin, ça c'est facile, hein, c'est pour se faire mousser, hein, c'est facile de dire ça. On veut des choses concrètes, Michel. Chacune de ces surtranspositions, quand elle n'est pas justifiée, crée quelque part une concurrence déloyale que nous créons nous-mêmes contre nos propres entreprises agricoles, artisanales
ou industriels. Donc nous allons regarder chacune, Madame la Présidente, chacune de ces surtranspositions. Je souhaiterais d'ailleurs que ça fasse l'objet d'un travail, si je puis dire, bicaméral entre les deux chambres. C'est beaucoup de travail. Il faut Oui, beaucoup d'expertise. c'est la navette parlementaire, hein, c'est comme ça que ça au fonctionne, Parlement, Michel. mais je veux qu'on regarde chacune de ces surtranspositions et qu'on mette fin à celles qui ne sont pas justifiées aujourd'hui et qui créent ces concurrences déloyales. Avec le gouvernement, nous prenons l'engagement de mettre fin à toutes ces surtranspositions. D'accord, mais quid des départements? Parce qu'il a éludé la question, je trouve, alors qu'il a dit quelque chose de... Écologiste et républicain. Vous avez la parole. Il y a quand même critiqué le rôle des départements, donc... nombreux dans cet hémicycle. Ah bah voilà, une autre question sur les maires de France. Devront-ils demain augmenter le prix de la cantine dans leurs écoles ou bien réduire le grammage des repas distribués aux enfants? Ce n'est pas une vue de l'esprit, mes chers collègues. C'est à des décisions comme celle-ci qu'ils vont être confrontés désormais. Privant les régions, départements, interco et communes des moyens nécessaires à l'exercice de leur mission, les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron ont détricoté, maille après maille, le contrat constitutionnel entre l'État et nos collectivités. Je sens que tu as besoin d'extérioriser, Kimi, vas-y. Pris pleinement dans cet engrenage. N'hésite pas, je te lis. Il l'aggrave avec une austérité budgétaire sans précédent. Avec ces mesures, vous pourriez même faire passer le fameux contrat de Cahors pour acceptable. On va passer de l'illusion du ruissellement à l'assèchement total. Moins 10 milliards, moins 7 milliards, moins 5 milliards. Les élus locaux ne seront pas dupes de vos astuces politiciennes. Ce n'est pas parce que ces coupes budgétaires seront moins élevées qu'annoncées que nous les accepterons. Ah, le contrat de Cahors, c'est la contractualisation entre l'État et les collectivités sur la gestion des finances publiques. Non. S'attaquer au reste de la dépense leur locale autonomie surtout. Financière, c'est encore non. Pas par corporatisme, parce que nous sommes convaincus qu'affaiblir les communes, c'est une faute politique. C'est se priver de leur rôle historique d'amortisseur de crise, c'est se priver de leurs investissements pour l'aménagement du territoire et le bien-être de nos concitoyens. Monsieur le Premier ministre, ne nous vous laisserons pas fracasser l'avenir des communes sur le mur de votre incurie budgétaire. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Ah, ça remue à droite et au centre. Cette politique de casse de la décentralisation au risque de conduire non pas à une crise des gilets jaunes, mais à une crise des écharpes tricolores. Patrick Kanner qui est très remonté contre les projets du gouvernement en matière de budget, qui prévoit de retirer 5 milliards aux finances publiques des collectivités locales. Donc Michel Barnier va pouvoir répondre à Patrick Kanner. Ah ben voilà, j'ai envie de vous regarder droit dans les yeux. Hein. Dit-il alors qu'il détourne le regard. Plus mesuré. Michel Barnier qui lâche un scud, voilà. Je me souviens d'ailleurs d'un dialogue que j'ai eu ici même, lorsque le président Darcher m'a invité à participer avec vous au 80e anniversaire de l'Assemblée consultative provisoire, je le dis pour être exact, où j'ai émis l'espoir, l'espérance... c'est une tribune politique, hein, le Sénat, donc évidemment qu'on montre si on soutient ou on est contre le gouvernement. Le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et dans l'esprit du Conseil national de résistance, on puisse trouver dans ce pays, comment dirais-je, tous ensemble, la capacité de se respecter, de dire des choses justes, d'être un peu plus mesuré, d'avoir le sens de la nuance. D'avoir le sens de la nuance, Monsieur Kanner, dont votre question, la manière dont vous l'avez posée, n'est pas vraiment l'illustration. Hein. Viens-en au fait, Michel. Non, ne protestez pas. Le fond, pas la forme. Moi, je ne vais pas vous renvoyer aux baisses des crédits pour les collectivités locales durant le quinquennat de François Hollande. Ah bah tiens. Ah bah voilà. C'est vrai qu'effectivement, le mandat de François Hollande a été marqué par beaucoup de baisses des crédits pour les collectivités locales qui en ont beaucoup souffert. Et là, voilà, le centre et la droite qui s'en amusent. On peut faire, si vous le voulez bien, le compte. Je ne vais pas non plus vous renvoyer une sorte de devoir d'humilité que nous devons tous avoir à propos de cette dette que j'ai trouvée et que j'essaye de gérer. C'est pas... Non. Précisément, la faute à qui? Le groupe socialiste qui est bien remonté. Cette dette, on peut en expliquer une partie par la crise du Covid que nous avons affrontée tous ensemble, et le gouvernement en tête. Mais, mesdames et messieurs les sénateurs, franchement,
Vous savez bien qu'elle remonte à au moins une vingtaine d'années. Bah, même 50 ans, hein. Ça va faire 50 ans que la France est en déficit tous les On ans, peut hein. faire le compte. On peut faire le compte de l'accumulation de cette dette aujourd'hui qui coûte, mesdames et messieurs les sénateurs, près de 870 € d'intérêt chaque année à chaque Français, qu'il ait 1 mois ou 80 ans. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Et ça, c'est un devoir de responsabilité, M. Caner, qu'on devrait assumer ensemble. C'est un sujet d'intelligence nationale que de réduire la dette aujourd'hui dans ce pays. Oui, ça c'est très facile de se cacher derrière. Ça fait longtemps, me demandez pas à moi. Alors évidemment, d'une part, c'est facile de tout mettre sur le dos de Michel Vous croyez Barnier, que ça me fait plaisir, Monsieur le Président Caner, mais en même temps, enfin, il est que quand même je Premier ministre, donc représente il a des décisions à prendre Vous croyez que ça pour me fait plaisir contribuer de au proposer des désendettement de la réductions France, sur le freinage puisqu'il général s'en est fixé Nous y comme, sommes comme obligés. cap politique. Ça, nous y sommes obligés dans l'intérêt national. Nous y sommes obligés. J'ai vraiment du mal à comprendre votre véhémence sur ce sujet. Nous devrions tous être un peu plus solidaires. C'est l'intérêt du pays que de réduire cette dette. Je sais que le budget que je présente n'est pas parfait. J'ai dû le fabriquer en 15 jours avec les membres du gouvernement. C'est vrai qu'il n'a 15 pas jours. été aidé là-dessus, Jamais un hein. Premier ministre, jamais un Premier ministre n'a été On ne conduit. peut pas lui enlever à ça présenter sur un le fait budget qu'il a eu dans que 2 un temps semaines pour aussi faire son contraint. budget, alors Je que le normalement sais, ça je se le prépare en sais, 3 à 6 mois. Qu'il n'était pas parfait, qu'il était amendable, qu'il était améliorable. C'est ce que nous faisons, y compris et à commencer par les collectivités locales dont nous avons en effet, peut-être est-ce là un point d'accord entre nous, la République qui est fragile a besoin, communes, départements, régions. Nous allons améliorer ce budget. Mais enfin, avec le faut Sénat. leur donner des Nous allons thunes, hein, pas leur réduire enlever dans le ce poids cas-là. de l'effort que nous demandions aux communes. Hein, parce que Michel? dans certains cas, il n'était pas juste, notamment pour les départements et dans certains cas pour les communes. Et puis nous allons repartir d'un nouveau pied, M. Caner. Parce que moi, au-delà de ce budget que nous gérons dans l'urgence, l'extrême urgence, le dos au mur, j'ai envie de relever la ligne d'horizon. Et j'espère qu'on le fera ensemble pour les communes et pour les autres collectivités locales. Patrick Caner qui va donc répondre puisqu'il lui reste un peu de temps de parole. Vous avez 9 secondes pour répondre, monsieur. Va falloir aller vite. Top, c'est parti. Monsieur le Premier ministre, vous nous rappelez François Hollande, inflation zéro, équilibre des comptes de la nation remis à plat et aucune atteinte T'as épuisé ton à temps. l'autonomie financière des collectivités territoriales. Monsieur le Premier ministre, votre politique vise à mettre à genoux les élus de la République au plan local. Nous serons là pour les garder debout. Debout! Merci. Guillaume mon debout. La parole est à Madame Cécile Cukierman pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste Kanaki. Allez, on passe à notre Monsieur troisième question. le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, nous savons tous, la baisse des dotations aux collectivités, de leur aide, a toujours eu un impact et une conséquence très forte sur l'investissement local. Et Donc on va vous parler permettrez, beaucoup de Monsieur budget le au Premier final. ministre, au-delà de la question des chiffres, d'un effort de 5 milliards, estimé à certains à 8,5, voire à 9, il existe aujourd'hui beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'incertitudes. Depuis hier, ce sont des milliers de maires, d'élus locaux, qui traversent les allées du Congrès des maires de France, dans leur diversité. Diversité de leur engagement, de leur diversité de leur J'essaye de changer un expérience, petit peu diversité de leur territoire, les mots que j'écris parce que diversité finalement les de la trois questions sont stratégie finalement un peu les mêmes. dans lesquelles ils sont élus. Ils sont profondément inquiets parce qu'ils entendent réduction du fonds vert, fragilité du financement des régions, des départements, des intercommunalités, des budgets communaux et donc d'un équilibre fragilisé. Ce sont aussi dans ce même congrès des maires, et nous en rencontrions encore aujourd'hui, des entreprises, du chef d'entreprise aux salariés, inquiets pour les conséquences demain sur l'investissement local. Et il y a une inquiétude très forte, qui est celle de l'annonce de baisser le taux du FCTVA et d'en réduire l'assiette, c'est-à-dire très concrètement des dépenses éligibles. Monsieur le Premier ministre, à cet article 30 du projet de loi de finances que nous allons examiner dès la semaine prochaine, c'est aujourd'hui une mesure qui va pénaliser finalement toutes les collectivités, à rebours même de la philosophie qui est la vôtre, d'un budget qui se veut sur le partage de l'effort. Des plus fragiles aux plus riches, toutes les communes qui investissent sans exception
subiront cette mesure drastique. L'injustice de cet article 30, c'est également son caractère rétroactif, puisque des communes qui ont décidé un plan d'investissement il y a 3 à 5 ans n'avaient pas anticipé les mesures que vous annoncez. Monsieur le Premier ministre, allez-vous renoncer à cet article 30 ? Très bien. Cécile Cukierman qui fait référence au fait que les collectivités locales participent beaucoup aux investissements locaux et donc à la croissance, à l'économie, etc. Donc il lui demande de renoncer à l'article 30 du projet de loi de finances qui ponctionne 5 milliards sur les comptes des collectivités. Je dirais ce que je pense. Il y a une manière de se parler et donc je dis ce que je pense. Je ne reviens pas sur les conditions dans lesquelles nous avons appelé l'ensemble des partenaires, des collectivités, des citoyens en essayant d'être justes. Et je ne suis pas sûr qu'on ait complètement atteint cet objectif encore. C'était à lui de répondre. Essayer de l'atteindre ensemble avec tous les groupes de cette Assemblée et en tenant compte aussi d'un certain nombre de propositions et de bonnes idées de l'Assemblée nationale d'améliorer l'équilibre final de ce budget. Mais nous devons atteindre le chiffre de 5% de notre PIB pour le déficit de l'année prochaine. C'est l'intérêt. Faute de quoi, effectivement, nous aurons des sanctions européennes financières qui nous seront vous ne m'entendrez jamais montrer du doigt fixées. les collectivités locales. Jamais. Et je ne le ferai pas. Pas plus aujourd'hui que demain et pas plus que je ne l'ai fait l'autre jour à Angers. Les collectivités sont partenaires. Je sais l'effort d'investissement. J'ai dit le rôle qu'elles jouent de manière vitale pour être des outils de cohésion sociale et territoriale dont notre pays a tant besoin en ce moment où la République est fragile. Voilà ce qui justifie l'effort que nous allons faire sur le fonds de réserve, comme je l'ai dit la semaine dernière. Et comme vous le demandez, Madame la Présidente, comme d'autres groupes l'ont demandé, dans ce que j'appelle la majorité sénatoriale, et à l'Assemblée nationale, le socle législatif qui nous soutient. C'est un travail. Il fait référence au groupe de droite et de centre qui composent la majorité au Sénat. De la mesure qui a été annoncée sur le FCTVA pour continuer à soutenir l'investissement et pour ne pas être injuste. Et puis il y a d'autres mesures comme l'étalement sur 4 ans au lieu de 3 ans de la hausse des cotisations employeurs. Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, FCTVA, et pas le football club TVA. Hein. Non. Relever la ligne d'horizon, sortir de cette difficulté, j'espère, en réduisant dans l'intérêt du pays le déficit pour parler et faire autre chose dans cet esprit de contrat de confiance, le contrat plutôt que la contrainte, avec l'ensemble des collectivités locales et en particulier les communes. C'est une stratégie politique qui met en fait le fait de détourner la question pour la recadrer. C'est ce qu'on appelle un recadrage pour ne pas répondre à la question, mais plutôt de parler de quelque chose dont on a envie de parler à la place. Statut de l'élu, où votre Assemblée a beaucoup travaillé, qu'il s'agisse de la prévention des risques et aussi de la sécurité au quotidien. Aujourd'hui même, les deux ministres concernés, M. Retailleau et M. Aragon, ont envoyé une circulaire à tous les préfets pour organiser avec les collectivités locales relever le défi ensemble de la sécurité au quotidien, et l'État prendra sa part. Donc il y a tellement de choses à faire pour améliorer la vie, pour créer du progrès, que le plus vite possible, de la manière la plus juste possible, Madame la Présidente, nous allons sortir de cette période difficile pour travailler ensemble avec l'ensemble des collectivités locales. Merci. La parole est à Monsieur Loïc Hervé pour le groupe Union centriste. Mais c'est quelque chose de classique en politique, justement, de ne pas répondre aux questions qui fâchent parce que tu sais que tu n'auras pas la bonne réponse à apporter. Donc c'est classique de faire ce qu'on appelle un recadrage. Ville de 16 000 habitants, située dans mon département de la Haute-Savoie, aux confins de la Savoie, Monsieur le Premier ministre, entre Annecy et Aix-les-Bains, elle a été le théâtre d'un nouveau drame dimanche. En plein après-midi, au centre-ville, une bagarre générale entre deux bandes rivales se solde par la mort d'un jeune de 17 ans, tué d'une balle dans la tête, alors qu'un autre jeune, blessé au thorax, est actuellement entre la vie et la mort. Je pense à leur famille et je comprends le traumatisme que cela représente pour les habitants de Rumilly et pour les élus de cette ville. L'enquête déterminera bien sûr si cette affaire est un règlement de compte et ou si elle est liée à des trafics de stupéfiants. En tout état de cause, ce drame fait la preuve que même nos petites villes n'échappent pas à ces phénomènes d'hyperviolence. Monsieur le ministre de l'Intérieur, les Français aspirent à la paix dans l'espace public. Alors que les maires de France se réunissent pour leur congrès annuel à Paris, quelles sont les initiatives prises par le gouvernement pour les soutenir dans leurs actions locales visant à préserver la sécurité de nos concitoyens et à prévenir ces violences ?
Voilà donc la question de Loïc Hervé, membre de l'Union centriste, qui est donc centriste mais pas macroniste. Ils font pas partie du bloc macroniste au Sénat. Monsieur le Président, Loïc Hervé. Il y a un groupe centriste et un groupe macroniste au Sénat. C'est une tragédie, je le fais mien aussi. Des violences de plus en plus désinhibées, des violences dont les auteurs et les victimes sont de plus en plus jeunes, et des violences qui sont en train de s'épandre sur l'ensemble du territoire. Aucun des territoires aujourd'hui n'est épargné. C'est le cas avec ce jeune, 17 ans, et un autre, il a 19 ans, entre la vie et la mort. Et je pense, bien entendu, à leurs proches, à leurs amis, et surtout à leurs familles. Nous ne réglerons pas cette question de l'hyperviolence. L'hyperviolence, ça carrément. Nous ne la réglerons pas non plus en claquant des doigts. Et l'État seul ne pourra pas la régler. J'ai réuni, je l'avais dit il y a quelques jours ici, en répondant aux questions, nous avons réuni l'ensemble des acteurs de l'État qui ont en charge la sécurité publique, les préfets, les policiers et les gendarmes. Je leur ai demandé d'élaborer... On voit vraiment la différence de ton entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Là où au Sénat, il peut parler d'hyperviolence et personne ne hausse un sourcil, à l'Assemblée nationale, il y aurait déjà eu de la cohue, du brouhaha pour critiquer ce mot-là. Et c'est vraiment deux salles, deux ambiances, les QAG, entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Je viens de visiter deux communes, Meaux et dans la Moselle, Metz. Je vous assure que quand les élus se sentent concernés, quand ils réunissent, notamment dans des comités locaux de sécurité, l'ensemble des partenaires, les policiers, bien sûr, les gendarmes, mais aussi la justice, les bailleurs sociaux, il y a des résultats. Quand on fait de la vidéoprotection, quand on a des polices municipales, quand celles-ci sont armées, il y a des résultats. Et ça, c'est important à dire. C'est l'idée que je porte et que je continuerai à porter parce que sans les élus locaux, sans les maires, nous ne pourrons rien. Et Paris ne sait pas tout. C'est la raison pour laquelle nous aurons autant de plans départementaux de restauration de cette sécurité publique qu'il y aura de départements, mais il faudra une réponse sans doute plus large, qui concerne les familles, l'autorité parentale, l'autorité scolaire. Il faut réinstituer l'autorité, oui, c'est vrai. Les interdits aussi, le respect de l'autre, le respect de la règle. C'est fondamental, une hiérarchie entre l'élève et l'adulte, l'élève et le maître. Merci. Monsieur Hervé, vous avez 53 secondes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, les maires et les communes sont très présents dans la prévention, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la politique de la ville. Mais les maires et les communes sont également présents dans le domaine de l'autorité publique, avec leur police municipale. Alors l'État, avec la police nationale, avec la gendarmerie nationale, mais aussi avec la justice, doit se tenir aux côtés des maires. Monsieur le ministre, merci d'aider Rumilly. Merci d'aider toutes les communes de France face à ce défi de l'insécurité. Merci. Bon, visiblement, il a l'air d'être convaincu. Pour le groupe écologiste Solidarité et Territoire. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre et les ajustements significatifs au budget annoncés, en particulier au niveau des efforts demandés aux collectivités. Contrairement au poids que veulent faire peser les derniers gouvernements sur les collectivités, la responsabilité de la dette ne peut pas leur être imputée. L'absorption du déficit actuel ne peut pas leur être demandée. Le PLF 2025 que nous étudions demandait initialement un effort de 5 milliards d'euros des collectivités locales. Ce chiffrage est contesté par tous. Charles de Courson évalue l'effort à 7,8 milliards. France Urbaine comptabilise 8,5 à 9 milliards. Les maires qui tiennent leur congrès via l'AMF arrivent au chiffre de 8,7 milliards, 10,9 si on y ajoute le désengagement de l'État sur les programmes destinés au territoire. Tous expriment leur crainte justifiée de voir disparaître des actions essentielles, la prise en charge sociale, RSA, MNA pour les départements, les services de la petite enfance pour les communes, la transition écologique. Même après les dernières annonces, pour éviter le pire, le compte n'y est pas. Amateurisme ou insincérité, le résultat sera le même, néfaste. Ce gouvernement sera-t-il celui de l'abandon par l'État des collectivités territoriales et des services au public? Assumez-vous de mettre en péril ces piliers de la République que sont les Guy communes Benarroche, il est bien pour laver remonté, les péchés d'une politique budgétaire nationale coupable? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre
Donc là, cette fois, c'est Catherine Vautrin qui va répondre, puisque Guy Benarroche n'est pas président de groupe, donc c'est la ministre qui va lui répondre. Et donc, elle aura 2 minutes pour lui répondre. Vous avez entendu il y a quelques instants, Monsieur le Premier ministre, et comme lui, je commencerai par saluer mesdames et messieurs les maires qui, à l'occasion du salon, sont aujourd'hui là pour assister à cette séance de questions au gouvernement. Et très directement, je vous répondrai, Monsieur le sénateur, que la mobilisation du gouvernement... C'est marrant de voir les tics quand on prend la parole comme ça. Je suis sûr, j'en ai plein moi aussi. De travailler avec l'ensemble des collectivités, les régions, les départements et le bloc communal. Le Premier ministre, à l'instant, vient de vous répondre précisément sur les départements. Je vais donc axer ma réponse plus spécifiquement sur les communes pour rappeler plusieurs éléments. Le premier élément que je voudrais reprendre devant vous, c'est que l'effort qui était demandé au départ dans un budget dont je rappelle qu'il a été fait dans les conditions que vous savez, budget que le Sénat travaille actuellement, et je remercie le rapporteur général Jean-François Husson, mais également le sénateur Sautarel avec lequel nous travaillons. Premier sujet, c'est que les communes qui étaient appelées à l'effort étaient les communes dont le budget est supérieur ou égal à 40 millions d'euros. D'autre part, des communes qui n'étaient pas bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine. Et enfin, des communes qui n'étaient pas concernées par la péréquation puisqu'elles recevaient au contraire une aide et qu'elles ne participaient pas. En d'autres termes, toutes les communes de France n'étaient pas directement... On est sur de la discussion très technique, hein. On est au Sénat. Je vous le rappelle que les sénateurs sont élus par des grands électeurs, les électeurs des collectivités locales. Nos maires, nos présidents de régions, de départements, ce sont eux qui élisent les sénateurs. Nous n'élisons pas les sénateurs. Donc c'est pour ça qu'on a des débats comme ça très conceptuels au Sénat. Évidemment d'investissement, de manière également à accompagner les communes. Nous savons combien les maires sont les premiers visages de la République. Pour les reconvaincus. Et l'honneur de ce gouvernement, c'est d'être aux côtés des collectivités pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Alors, est-ce qu'il lui reste du temps de parole? M. Benarroche, 42 secondes. C'est bien, il nous dit, là, 42 secondes. Les collectivités territoriales prend des allures de rupture. J'ai souvent regretté la recentralisation déconcentrée du pouvoir sur le règne d'Emmanuel Macron. Il s'agit de faire payer aux collectivités sa politique fiscale à crédit menée depuis des années. L'autre réalité de ce budget est que la majorité sénatoriale est prête à lâcher les collectivités territoriales, les politiques locales qui touchent directement les habitants, sous couvert de responsabilité et prétextant certaines petites avancées que vous appellerez victoire. Le coup de rabot demandé coûtera cher à l'État, car il est récessif, condamnant nos collectivités à une certaine décroissance. Je sais que vous n'aimez pas ce mot, mais c'est ça qui va arriver, messieurs les sénateurs de droite. Ce serait d'ailleurs un petit peu déplacé pour un gouvernement dont on sait qu'il est mal né et qu'il est amené à mourir rapidement. Les écharpes noires sont vraiment apportées par nous tous. Merci, merci. La parole est à Monsieur Mathieu Darnaud pour le groupe Les Républicains. Président du groupe Les Républicains, donc c'est Michel Barnier qui lui répondra. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, depuis votre nomination, vous n'avez jamais cessé de faire preuve de courage et d'audace. Ils sont tous les deux du groupe des Républicains, donc voilà, il n'allait pas lui mettre un scud. Hein. Le retour du caractère facultatif du transfert des compétences eau et assainissement, le statut de l'élu, la baisse de la participation des collectivités au budget 2025 ou encore le ZAN, le zéro artificialisation nette, qui se heurte aujourd'hui à un contexte de crise sans précédent du logement et à la volonté toujours incessante des élus de nos territoires d'accueillir dans leurs communes de l'activité économique. Malheureusement, ils font preuve aujourd'hui et nous alertent sur la désespérance qui est la leur à ne plus être en capacité d'être ces maires et ces élus bâtisseurs qui maîtrisent le destin de leur commune. Prompt à trouver des solutions, le Sénat, avec un travail collégial, vient de déposer, grâce à nos collègues Jean-Baptiste Blanc et Ghislain Cambier, un texte dénommé Trace. Ce texte propose des dispositions opérationnelles pour régler les difficultés de nos communes, tout en respectant l'effort de sobriété foncière et bien sûr la prévention sur les mesures climatiques. Ce texte trace, Monsieur le ministre, et ce sera l'objet de ma question, êtes-vous prêt à le soutenir?
Peut-on espérer, avant son examen, avoir une pause sur la mise en application du ZAN? En un mot, préférez-vous le chemin tortueux du ZAN? Nous préférons la trace sénatoriale. Je vous remercie. On voit finalement un petit peu justement toute l'ambivalence entre majorité et opposition, puisque la question posée par le sénateur est exactement la même que celle avant sur la question des collectivités locales. Et on voit que quand on est dans la majorité, on soutient l'action du gouvernement, et que quand on est dans l'opposition, on lui tombe dessus bien comme il faut. Dans mon pays de Savoie, on sait ce que c'est qu'une trace durable. Et on aime bien les chemins, même quand ils sont escarpés. Hein. Donc, je ne parle pas du travail du Premier ministre, hein, seulement. C'est pas drôle. Dans le long parcours qui est le mien... Je suis navré, Michel, mais c'est pas drôle. Que j'ai été très longtemps président d'un département, j'ai été aussi ministre de l'Environnement et de la prévention des risques. Donc, Monsieur le Président, je veux d'abord vous dire que, et sans ambiguïté, nous ne renoncerons pas à l'objectif de sobriété foncière, ni de maîtriser les risques d'une excessive artificialisation des sols. Moi, je n'ai pas oublié les catastrophes auxquelles nous avons dû faire face. Il y en a eu un certain nombre dans les temps passés. Je ne parle pas seulement de ce qui s'est passé à Valence, dans un pays voisin et ami. N'ayons pas les mémoires courtes et donc prenons garde. Et c'est l'objectif du travail qu'on va faire, je le disais tout à l'heure, avec les maires, d'abord sur le terrain, parce qu'ils sont toujours en première ligne quand il y a une catastrophe, un risque, ou à faire face à des problèmes de cette nature. Les maires, finalement, c'est un peu comme les employés de la première ligne pendant le Covid. Indispensables, mais maltraités. Ni les espaces naturels, ni les ressources naturelles ne sont gratuits, inépuisables. Donc on doit faire attention. Je sais que c'est, M. le Président Dano, votre état d'esprit aussi, vous l'avez montré dans votre région. Et en même temps, on constate que la législation, la réglementation enserre les maires dans un carcan et comme vous l'avez dit, ils ne peuvent plus exercer cette mission qui est aussi la leur d'être des maires bâtisseurs, hein, pour reprendre vos propres mots. Des infrastructures, des usines, des entreprises qui ne peuvent pas ou qui ne peuvent plus s'installer. Moi, je pense qu'il est possible de trouver un chemin, une trace, un chemin, entre ces deux objectifs. Ah oui, donc il file la métaphore. Contradictoires. Et nous allons nous y engager avec vous, avec l'Assemblée nationale et avec les élus locaux. Je veux à mon tour remercier sincèrement les sénateurs Blanc et Cambier de nous donner l'occasion, grâce au dépôt de leur proposition de loi, que nous allons soutenir. Qui va nous permettre de faire des ajustements, des assouplissements, toujours avec pragmatisme sur l'application du ZAN. Dans ce travail, il faudra aussi nous assurer, Monsieur le Président Dano, que l'objectif reste effectif, comme je vous l'ai dit, mais nous devons aussi construire le ZAN en partant davantage de la réalité, des besoins et du dialogue de chaque territoire. En attendant, nous allons prendre, sous l'impulsion de Catherine Vautrin, plusieurs dispositions pour apporter des souplesses, avant même le vote de ce texte, qui doivent l'être et qui peuvent l'être. Nous allons inviter les préfets à se saisir de la circulaire dite des 20%, qui permet de donner des marges supplémentaires aux collectivités qui en ont besoin immédiatement. 2, nous allons modifier aussi les décrets pour que les jardins pavillonnaires ne soient plus considérés comme des surfaces artificialisées. 3, nous prendrons aussi en compte les nouveaux projets au titre des projets d'envergure nationale et européenne. Et je veillerai à ce que les préfets soient informés de notre volonté de changer bientôt la loi pour que les décisions futures soient prises en bonne intelligence avec les maires et en préfigurant en quelque sorte qui sera dans la loi. Je me réserve aussi, Monsieur le Président Dano, la possibilité de prendre toutes les mesures réglementaires qui seront nécessaires à une application intelligente, ambitieuse et souple de cet objectif de protection de l'environnement. Et peut-être enfin, comme vous l'avez suggéré, ça sera la trace du Sénat, qu'on pourrait changer le nom. Ça serait symbolique, mais peut-être aussi le symbole d'un nouvel état d'esprit et d'une nouvelle confiance partagée sur ce double objectif de construire, d'aménager, mais aussi de faire attention à l'environnement. Merci. Président Darnaud. Très bien. La réponse de Michel Barnier, donc, qui s'inscrit plus dans la trace que dans la ZAN. Zéro artificialisation nette. Des engagements
Suivre cette trace, c'est redonner aux maires des capacités d'agir, c'est tout simplement redonner à la France communale du souffle, car elle en a grand besoin. La parole est à Monsieur Saïd Omar Wali pour le groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. RDPI, qui est donc le groupe macroniste du Sénat. Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, sur le système de l'enseignement dans les écoles primaires à Mayotte, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Cet état de lieu est très éclairant. 20% d'augmentation des élèves inscrits à l'école primaire entre 2019 et 2023. Un déficit de 1200 classes à ce jour. 55% des élèves en système d'enseignement en rotation ne disposent donc que de 2 jours d'enseignement par semaine. 92% des élèves ne reçoivent pas de repas chaud le midi. Enfin, sur l'enseignement de l'île à Mayotte, selon les chiffres de nos services, Madame la Ministre, ils évaluent de 6 000 à 10 000 enfants non scolarisés, soit 9% de la tranche d'âge. Les chiffres que je viens de vous citer émanent de la Chambre régionale de comptes de Mayotte et des services de votre C'est incroyable quand ministère. même, ces chiffres. Ces données Ça fait illustrent froid dans très le bien dos, quoi. l'origine de la La situation à Mayotte, elle est progression vraiment plus particulière. fulgurante ces dernières années de la délinquance juvénile. En effet, on peut s'interroger sur le lien entre cet état des lieux et le caillassage des bus scolaires, les intrusions et les tentatives d'incendie des établissements scolaires qui sont le quotidien des habitants de Mayotte en matière de sécurité. Hier matin, encore un bus avec 37 élèves a fait l'objet d'un caillassage très violent à Mamoudzou. Madame la ministre, quelles mesures d'urgence Mamoudzou, le préfecture ministère de Mayotte. l'Éducation nationale compte-t-il mettre en place face à cette situation aux conséquences d'ores et déjà catastrophiques pour l'avenir de Mayotte et ses futures générations? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame Anne Genetet, ministre de l'Éducation nationale. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Je sénateur crois que c'est la première fois que je Saïd l'entends Omar parler. Wali. Je voudrais d'abord, en préambule, rappeler que vous êtes tous en période de discussion budgétaire et l'école, notre école républicaine, n'est jamais une dépense. C'est un investissement. C'est un investissement collectif pour l'avenir, y compris pour l'avenir de nos jeunes Mahorais et de Mayotte. Et j'ai rencontré ce matin au congrès des maires où je me trouvais le maire de Mamoudzou, à Mayotte, Monsieur Soumaïla. Il m'a expliqué qu'en effet, aujourd'hui à Mayotte, ce sont 10 000 enfants qui naissent chaque année. Et c'est très concrètement une salle de classe par jour qu'il faudrait en plus. Et de ce fait, il y a, m'a-t-il expliqué, 302 salles de classe précisément qui manquent précisément avec ce système de rotation de classe pour les uns le matin, pour les autres l'après-midi, qui permet malgré tout d'assurer que l'école vienne à chacun de nos jeunes Mahorais. Alors pour cela, la réponse de l'État est claire. S'agissant du bâti scolaire, nous savons qu'il faut construire. Aujourd'hui, c'est 1 milliard d'euros que l'État met sur la table pour le bâti scolaire. S'agissant de Mayotte, ce sont plus de 500 millions d'euros qui seront mis sur la table pour construire de nouveaux bâtiments d'ici 2027. Et précisément, dans le budget 2025, ce seront 138 millions d'euros qui seront pour le bâti scolaire à Mayotte. Cela permettra d'accueillir plus de 14 000 élèves supplémentaires. Au-delà de ça, nous avons aussi devant chacun des Mahorais des professeurs. Ce sont aujourd'hui 15 000 de nos professeurs qui sont présents sur le territoire de Mayotte. Au total, nous avons 19 000 agents de l'éducation nationale sur place, car nous n'avons pas que des enseignants, nous avons beaucoup de surveillants, des accompagnants d'enfants en situation de handicap, Et oui, il n'y a pas que des profs. inspecteurs, hein, ouais. des personnels de direction. Et nous avons donc avec cela des moyens de formation pour les accompagner. Nos enseignants sont formés. Mais évidemment, au-delà des rotations que vous avez soulignées, nous voyons bien qu'il faudra aller encore plus loin. Soyez assurés que mon ministère et le gouvernement et M. Barnier, notre Premier ministre, seront à vos côtés pour soutenir Mayotte, parce que l'école est notre priorité nationale. Nous devons à tout prix élever le niveau de tous, ne laisser personne sur le bord Oula. de la route, y Attention, compris les Anne. jeunes Mahorais. Soyez assurés de notre complet soutien. Nous serons à vos côtés tout au long de l'année 2025 et des années qui viennent pour que le territoire de Mayotte et nos jeunes Mahorais fassent partie de la promesse républicaine, la promesse d'avenir de notre nation. La parole est à Ouais, je suis d'accord avec toi, Kimi. Je te laisse imaginer la situation à Mayotte, du coup, qui doit être encore plus terrible. Ça doit Monsieur être le terrible Président, là-bas mes pour les chers collègues, AESH. Monsieur le ministre,
Les élus locaux sont très inquiets. 2000 maires ont démissionné depuis 2020, dont beaucoup n'avaient pas encore achevé leur premier mandat. Et les autres s'interrogent sérieusement sur l'opportunité de se représenter en mars 2026. Ah bon? Il faut dire que leur confiance envers l'État a maintes fois été érodée. Avec le sujet des compensations à l'euro près, avec l'inflation normative ou encore la diminution considérable de leur autonomie financière. Alors que nos collectivités territoriales ont l'obligation de présenter des budgets équilibrés en recettes et en dépenses, elles ont été désignées l'été dernier parmi les responsables des déficits publics catastrophiques de notre pays. Elle fait référence aux propos de Bruno Le Maire. Ces mesures, contenues dans le projet de loi de finances pour 2025, inquiètent particulièrement les élus locaux, notamment l'évolution de la DGF et les conditions d'attribution du FCTVA. C'est aussi le cas pour le fonds de réserve qui sera abondé par les prélèvements sur le montant des impositions qui leur reviennent. Or, n'oublions pas que nos élus sont les premiers investisseurs publics, qu'ils portent à bout de bras la modernisation de nos infrastructures locales dédiées à nos populations et à notre économie, et qu'ils font face aux enjeux majeurs de la parentalité ou de la transition écologique. Pouvez-vous nous assurer que les sommes qui seront prélevées à une collectivité territoriale lui seront bien restituées intégralement au 1er janvier 2026 et qu'il ne s'agit pas là d'un fonds de péréquation déguisé? Par ailleurs, pouvez-vous nous confirmer que ce mécanisme ne sera pas étendu à d'autres collectivités pour le cas où les finances publiques se dégraderaient encore? Certes, il est nécessaire que chacun contribue aux efforts pour assainir les finances publiques, mais ces efforts doivent être justement répartis et ne doivent pas pénaliser les plus vertueux. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre chargé du budget et des comptes publics. Bon, alors, quelle est la réponse du ministre du Budget? Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Laure Darcos. Cela a été dit déjà lors de plusieurs réponses à vos questions, d'abord par le Premier ministre, également par la ministre du Partenariat avec les collectivités, Catherine Vautrin. Il faut bien repréciser effectivement pourquoi il y a une contribution qui est demandée aux collectivités territoriales. Vous le savez, l'état de nos finances publiques exige que l'ensemble des administrations publiques participent à cet effort de redressement des comptes. Cela doit se faire d'abord par la baisse. On pourrait lui répondre qu'elle participe depuis des années. Cela doit aussi se faire de façon juste et proportionnée. Juste et proportionnée, c'est d'abord à l'État de faire cet effort-là. Et il le fait à hauteur de plus de 20 milliards d'euros. L'effort de freinage des dépenses de la sécurité sociale est également une priorité avec 15 milliards d'euros d'efforts demandés. Et nous sommes d'ailleurs, et nous aurons juste après cette séance de questions au gouvernement, la poursuite des débats sur le PLFSS. Et oui, il est vrai que dans le texte initial, le gouvernement... Projet de loi de financement de la sécurité sociale, PLFSS. Aux collectivités territoriales que nous allons retravailler ensemble, comme le Premier ministre l'a indiqué. Mais permettez-moi d'abord de dire que 5 milliards d'euros, quand les collectivités territoriales participent nécessairement, et c'est évidemment extrêmement nécessaire et utile à la dépense publique globale de notre pays à hauteur de 20%, c'est un montant que nous avons d'abord considéré comme juste et raisonnable. La vraie question, c'est celle que vous posez. C'est qui contribue et comment s'assurer que les modifications que nous allons faire ensemble lors de l'examen du PLF puissent s'assurer que ce soit le plus juste possible. Les départements, le Premier ministre l'a annoncé, verront leur contribution revue, avec une réduction significative de leur participation à ce fonds de précaution et avec l'annulation du caractère rétroactif sur le FCTVA, cela a été dit. Il nous faudra aussi, pendant l'examen de ce PLF, revoir les mécanismes en soi du fonds de précaution. Vous avez posé 2 questions précises, je tiens à y répondre. Il n'y aura pas de nouvelles collectivités annoncées à l'avance sur ce projet de loi de finances pour les prochaines années. Ce n'est pas l'objet des discussions que nous aurons bien entendu. Et puis vous avez posé la question du retour des fonds aux collectivités. La réponse est oui, c'est bien un fonds à destination des collectivités et c'est très important que ce soit compris comme tel. Merci, mais nous aurons l'occasion pendant de nombreux jours de continuer à en discuter. Merci. Madame Darcos. Alors, est-ce qu'elle est convaincue? J'espère, sur votre dernière réponse, j'espère que c'est bien sur la même collectivité que sera redonné en effet cet argent. En cette semaine du congrès des maires, j'en suis pas sûr. Vraiment entendre le cri de détresse de tous nos élus et leur rendre enfin le pouvoir d'agir. Merci beaucoup. Voilà. Suivant. La parole est à Monsieur Antoine Lefèvre pour le groupe Les Républicains. Alors. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Tout à fait. Monsieur le garde des Sceaux,
Saint-Brévin-les-Pins, Didier Migaud. Pibrac, La Chapelle-Neuve, Saint-Pierre-des-Corps, Châtenois-les-Forges, Dizimieux, Chéry-Chartreuve. Les noms que je viens de vous citer ne sont que 7 des quelques 1300 communes dont le ou la maire a démissionné depuis juin 2020. Chaque année, ils sont environ 450 comme eux à jeter l'éponge, usés par les menaces, les insultes, les attaques physiques, le climat étouffant créé par des individus agressifs. Dans la Creuse, un homme a été condamné en juin dernier après avoir prédit au maire de sa commune qu'une mairie, ça brûle bien. Le mois dernier, un député a reçu des injures, puis des coups de poing dans le ventre à la sortie d'un supermarché où il faisait des courses avec sa fille. Oh là là. Une telle bestialisation ne peut que nous plonger dans la consternation. Une étude parue vendredi dernier dresse un portrait très alarmant de la santé mentale des maires. 83% d'entre eux estiment que leur mandat est usant pour leur santé. Près de la moitié songent fréquemment à démissionner. L'ampleur et la gravité de ces données appellent une réponse volontaire du législateur pour sauvegarder le fonctionnement ordinaire de la démocratie locale. Au cours d'un échange que vous avez récemment eu avec le président Mathieu Darnaud, vous avez évoqué votre intention d'adresser de nouvelles circulaires à l'attention des procureurs généraux et procureurs de la République afin de mettre à leur disposition de nouveaux outils pour lutter contre ces violences. Le plan national de prévention et la loi du 21 mars dernier ont renforcé l'information des maires sur les infractions et ont consolidé le dialogue entre les parquets et les collectivités. Pourtant, le résultat n'est pas encore à la hauteur de nos attentes. Ma question est la suivante. Quelles sont vos pistes pour assurer une bonne fois pour toutes la sécurité de nos élus? Pour vous répondre, Monsieur Didier Migaud, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le questeur, la question des atteintes aux élus est pour moi une priorité. Lâche le micro, Didier, s'il te plaît. Restera. Il t'a rien fait, ce pauvre micro. Attaquer des élus, c'est attaquer la République. Oh là là, mais il va nous péter le micro, Didier. C'est insupportable. Et cela mérite bien évidemment de la part de l'État et de la justice une réponse extrêmement ferme. Alors vous l'avez dit, il y a un certain nombre de circulaires qui ont été rien fait, ce pauvre micro. Mon prédécesseur, et j'entends bien sûr poursuivre l'action qui avait été la sienne pour que ce problème soit pris à bras-le-corps. Vous le savez, la loi du 21 mars dernier, renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, a permis d'élargir d'ailleurs le spectre des atteintes aux élus en incluant de façon pertinente les candidats, en aggravant certaines durées de peine ou en parachevant les mécanismes juridiques d'information des élus. Les procureurs de la République s'emparent du sujet, les juridictions de jugement également, et je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, la réponse pénale doit être ferme et j'aurai l'occasion de le rappeler aux procureurs généraux et aux procureurs de la République. Nous avons adressé d'ailleurs aux procureurs généraux un modèle de protocole relatif au renforcement des relations entre les parquets et les maires. Je souhaite évaluer l'efficacité de l'ensemble des mesures que nous avons prises et puis nous nourrir des remontées d'ailleurs du terrain que vous nous faites pour pouvoir apprécier justement d'éventuelles pistes qui pourraient renforcer notre action en ce domaine et j'en rendrai compte bien sûr aux parlementaires. En tout cas, soyez assurés de ma pleine mobilisation, de la pleine mobilisation de la justice pour que ces menaces contre les élus puissent être bien sûr poursuivies et sanctionnées avec la plus grande fermeté. Collègue Lefebvre. Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour votre engagement. Je salue votre clairvoyance. Il est indispensable, en effet, que le sénateur a l'air convaincu. soit doté d'un référent parquetier clairement identifié auprès des maires, dédié au traitement des plaintes. En même temps, c'est un républicain, donc il soutient le gouvernement, bien Ils sûr. doivent pouvoir compter sur vous pour ne plus avoir le sentiment d'être des gladiateurs prêts à descendre dans la fosse aux lions. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Hervé Gillier pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre. C'est la double peine pour les communes, les employeurs territoriaux. Ah bah, décidément, on aura beaucoup parlé des communes. Des départements de France. Alors, la ministre, c'est Astrid Panozan-Bouvet de l'oxygène, de la liberté qui va lui des répondre. collectivités afin de restaurer le sens de leur mission. Mais avec la hausse brutale sur 3 ans de 12 points de cotisation à la CNRACL. Je partage une énième anecdote délirante de mon boulot pour toi, public. Au lieu d'offrir de l'oxygène aux collectivités locales,
Vous les asphyxiez financièrement. J'ai pas compris, Kimi. Aucune compensation n'est prévue à ce jour par l'État. Au lieu de restaurer leur mission, vous les contraignez à réduire leurs services essentiels sous le poids d'une pression financière insoutenable. Toutes les communes seront touchées, toutes les collectivités et leurs groupements seront concernés. Comment justifiez-vous cette contradiction ? Comment pouvez-vous parler de redonner de la liberté aux collectivités tout en les étranglant financièrement, sans même leur offrir la moindre concertation sur le sujet ? Vous le savez, c'est une décision unilatérale du gouvernement. Les collectivités, notamment les SDIS, risquent de se retrouver privées des moyens nécessaires pour assurer leur mission de proximité. En Gironde, par exemple, ce sont 9 millions d'euros supplémentaires à prendre en compte pour le SDIS sur 3 ans. Avec ces nouvelles charges de fonctionnement, l'autofinancement se réduit comme peau de chagrin. Il est grand temps de passer des mots aux actes et de rétablir un véritable dialogue avec les collectivités locales avant qu'il ne soit trop tard. Merci. Pour vous répondre, Madame Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi. Merci, Monsieur le Non. Président. Oh là 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 là. Pouah, 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 pouah. Ah bah courage, Kimi, parce que là, c'est n'importe quoi. Hein. Le débat sur le PLFSS qui va se tenir notamment à l'occasion de l'examen de l'article 40. Et merci pour votre question qui me permet de rappeler le travail de concertation qui a été mené avec les sénateurs. Et cela me permet aussi de saluer le travail mené par Madame la rapporteure générale Élisabeth Doineau et Philippe Mouillet, président de la Commission des affaires sociales. Pour rappel, cette caisse, la Caisse nationale. Ouais, c'est ça, ils savent pas que Chronopost par bateau, ça n'existe pas. A de très importants déficits. 2,8 milliards d'euros pour cette année. Et en 2030, elle représenterait 10 milliards d'euros de déficit sur les 14 milliards sur l'ensemble de la branche vieillesse. C'est dire les enjeux aujourd'hui de redressement absolument impératifs pour assurer la soutenabilité du financement et du paiement des pensions dues aux fonctionnaires et des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière. Il y avait une mission qui avait... Pourquoi on parle des retraites là? Je pensais qu'on parlait des collectivités locales. Il y avait des recommandations beaucoup plus dures. Certaines de ces conclusions, d'ailleurs, ont été reprises dans le PLFSS. Au cours de la conférence, enfin de la réunion avec les départements, le Premier ministre s'est exprimé sur une augmentation plus douce sur 4 années au lieu de 3, ce qui fera l'objet d'un amendement qui sera discuté, présenté par la rapporteure générale. Ce rapport interinspection préconisait également d'autres recommandations qui feront l'objet d'une discussion avec les collectivités territoriales concernées. Mais nous devons tous ensemble réussir le défi de la soutenabilité de cette caisse nationale pour, encore une fois, assurer la pension de ces retraités. Merci, monsieur le sénateur. Collègue Gillet. Madame la ministre, vous annoncez la possibilité d'un lissage sur 4 ans au lieu de 3. Mais cette mesure est loin de répondre aux attentes des associations d'élus. Ils réclament l'abandon pur et simple et surtout une véritable concertation avec l'État qui n'a pas eu lieu pour une remise en plat. Et si nous en sommes là, c'est que la CNRACL a largement été contributive et solidaire des autres caisses. Pas moins de 100 milliards d'euros de transferts sur de nombreuses années en cumulé. Ce n'est pas aux collectivités de payer le plus fort. Monsieur le Premier ministre, soyez sur ce sujet réellement équitable. Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Sautarel pour le groupe Les Républicains. Allez, 11e question sur 16. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Les communes, heureusement, tel est le thème du 106e Congrès des maires. Dans la période trouble que nous connaissons pour le lien social et les services fournis, je dirais même le bloc territorial, heureusement. C'est le quotidien des Françaises et des Français. Je rappelle que la dépense des collectivités ne représente que 19% de la dépense publique totale, contre 34% en Europe, alors qu'elle porte 70% de l'investissement public et seulement 8% de la dette. Même si chacun doit contribuer en responsabilité à un effort consenti pour redresser nos comptes publics, nous attendons de l'État que cet effort soit juste et soutenable. La priorité doit donc être de garantir l'épargne des collectivités qui produit immédiatement un investissement dont notre pays a besoin. Pour cela, Monsieur le Ministre, et avant de pouvoir engager les réformes structurelles de la fiscalité locale et de la DGF ou du desserrement bureaucratique en lien avec Madame la Ministre des Partenariats avec les territoires, je vous interroge sur 3 engagements que vous pourriez prendre dès maintenant pour rassurer les communes, mais aussi les autres niveaux de collectivité. D'abord,
réduire substantiellement l'effort demandé aux collectivités de 5 à 2 milliards d'euros et en exonérer Proposition qui a été largement les faite par communes Gérard et Larcher départements la et en semaine exclure dernière. totalement les communes rurales. Ensuite, supprimer toute mesure rétroactive et garantir Dont j'ai parlé dans l'agenda visibilité et politique de stabilité lundi. des relations avec les collectivités. Je pense ici, bien sûr, d'abord au FCTVA. Enfin, et peut-être surtout, renoncer à capter l'épargne des collectivités tout en la gelant pour partie dans leurs comptes. Je pense ici aux modalités de fonds de précaution qu'il faut profondément modifier en faisant confiance aux collectivités. Monsieur le ministre, vos réponses pourront se traduire en amendements au PLF dès la semaine prochaine et ainsi éviter un blackout territorial et amorcer le contrat de confiance tel que le Premier ministre le souhaite et nous y invite. Merci. Ministre Darty. Pour répondre, Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre chargé du budget et des comptes publics. Merci, Monsieur Alors, le Président. encore une fois, on va avoir Sénateur une réponse, j'imagine, Tarel. technique à une Merci, question pour technique. votre question. Merci aussi pour l'engagement qui est le vôtre depuis plusieurs semaines dans le dialogue que Et nous voilà, avons, on parle des collectivités depuis le locales, CFL puisqu'effectivement, le Congrès des maires de France ensemble, avec l'ensemble des sénatrices et occupe tous les sénateurs, à esprits trouver au Sénat. le bon compromis permettant la contribution des collectivités territoriales à ce budget. Contribution, vous le dites vous-même, qui doit avoir lieu, mais il faut qu'elle soit juste. Alors vous m'avez posé 3 questions et j'y répondrai. Évidemment, la première sur la réduction de l'effort des collectivités territoriales. Oui, il y aura une réduction de l'effort des collectivités territoriales à la fin de l'examen de ce budget. D'abord, pour appliquer les annonces du Premier ministre auprès des départements. Je le répète, une réduction significative de la contribution des départements. Cela aussi doit prendre en compte, et c'était la réponse de la ministre du Travail juste avant, sur un lissage différent de la CNRACL, parce qu'on ne peut pas complètement déconsidérer la problématique de la CNRACL dans l'effort demandé aux collectivités territoriales, même si c'est un sujet différent. Vous avez également, monsieur le sénateur, posé la question de la suppression de la rétroactivité. Oui, je vous confirme à nouveau que nous reviendrons sur la rétroactivité concernant l'effort demandé sur le FCTVA. Il y aura CNRACL, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ah, qui était l'enjeu justement de la question précédente. Nous retrouver. Enfin, le fonds de précaution. Et c'est probablement le sujet sur lequel va se cristalliser le plus le débat autour du PLF. Le gouvernement est ouvert à recevoir beaucoup de propositions pour qu'à la fois sa gouvernance, mais aussi sa finalité puisse être repensée. Vous proposez, nous avons déjà eu l'occasion d'en discuter, que le gel se fasse et se constitue au sein des collectivités et non pas dans un fonds ad hoc. C'est une option que nous devrons regarder ensemble. Je ne l'exclus pas, mais je ne la confirme pas à ce stade. Nous devrons expertiser et instruire cela ensemble. En tout cas, vous avez terminé votre question avec une phrase qui, je crois, résume très bien la nécessité pour parvenir à ce bon compromis. C'est la confiance mutuelle entre l'État et les collectivités. Nous avons besoin de cette séquence du débat du PLF ici au Sénat pour construire une véritable confiance mutuelle, une contribution des collectivités à la réduction du déficit public qui concerne tout le monde après des années de hausse de dépenses publiques collectives. Ah, allez, on rend l'antenne, hop, voilà. Quelques secondes. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour votre réponse et pour le dialogue engagé, y compris avec madame Vautrin. Et je crois que le sujet majeur pour rétablir la confiance, c'est un acte de confiance. Et le meilleur acte de confiance, c'est de laisser l'épargne dans les comptes des collectivités avec un engagement qui permet de répondre aux objectifs de réduction de notre solde public. Je vous remercie. La réponse de Laurent Saint-Martin, elle illustre un petit peu la posture du gouvernement qui finalement est dans les bras du Sénat et qui doit faire avec le Sénat, puisque sinon ils vont devoir engager leur 49.3 pour faire passer le budget et s'exposer à une motion de censure qui serait potentiellement votée par le Rassemblement national et la gauche, et qui ferait donc sauter le gouvernement. Donc c'est pour ça qu'ils sont très attentifs aux propositions du Sénat. En associant les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires, au service d'un même objectif: protéger la population, les biens et l'environnement. Par son organisation, notre modèle de sécurité civile nous permet de faire face aux accidents du quotidien comme aux situations de crise exceptionnelles. Nous l'avons malheureusement encore constaté il y a quelques semaines, notamment dans le département de la Haute-Loire. Or, cette capacité de monter en puissance dans des délais très courts repose sur une ressource précieuse, le volontariat. Dans le cadre du texte portant réforme des retraites, par un amendement sénatorial avec l'accord du gouvernement, nous avons souhaité octroyer à nos sapeurs-pompiers volontaires une bonification de trimestre de retraite au titre de la solidarité nationale pour à la fois reconnaître cet engagement citoyen et favoriser leur fidélisation. 20 mois après l'adoption du texte,
Cette mesure votée à l'unanimité sur nos bancs n'est toujours pas effective, faute de décret d'application. Le 13 décembre dernier, il y a pratiquement un an, votre prédécesseur, répondant à une question de mon collègue Pascal Martin, indiquait sa volonté d'avancer sur ce sujet. Fin septembre, lors du congrès des sapeurs-pompiers de France à Mâcon, Monsieur le Premier ministre a rappelé la volonté du gouvernement de mener à son terme ce travail interministériel. Monsieur le ministre, quand pourrons-nous exprimer à nos sapeurs-pompiers la reconnaissance qui leur est due au titre de leur engagement? Ça, c'est intéressant comme question, du coup. Les sapeurs-pompiers volontaires ont le droit à des équivalents de trimestres de retraite. Monsieur le Président, Bon, c'est le ministre de l'Intérieur qui répond. Cigolotti, vous avez parfaitement raison. La caractéristique de notre modèle et sa force aussi, c'est la mixité des statuts civils, militaires. Je m'attendais à ce que ce soit la ministre de la Santé qui réponde. Volontaires. Sans les 200 000 sapeurs-pompiers français volontaires, notre modèle s'effondrerait. Et c'est la raison pour laquelle, vous l'avez rappelé, unanimement, et je me souviens très très bien de ce vote, parce qu'il était assez rare, unanimement, au moment du vote de la loi retraite, nous avions donc créé ce dispositif qui permet de fidéliser avec des bonifications de trimestres de retraite. Moi, j'entends que le vote des parlementaires soit respecté. J'entends aussi que l'engagement du Premier ministre à Mâcon, que vous avez rappelé, le soit. Un objectif, des modalités. L'objectif, c'est que ce décret, qui ne dépend pas uniquement du ministre de l'Intérieur, qui est interministériel, puisse sortir en tout début d'année 2025. Les modalités, c'est qu'il respecte à la fois l'esprit de la loi, ce que dit la lettre de la loi, mais aussi le caractère raisonnable du cadre budgétaire dans lequel nous sommes. Donc, je vous rassure, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, et le Premier ministre, je le sais aussi. Mais cet engagement, cette reconnaissance, nous la devons bien sûr à nos sapeurs-pompiers professionnels, mais volontaires, pour les vies sauvées. Mais cette reconnaissance, nous la leur devons aussi pour une question autrement plus symbolique. Je ne sais pas si vous connaissez les paroles d'une très belle chanson que Bruce Springsteen avait composée au moment, et pour rendre hommage aux pompiers de New York, mais qui va très bien aux pompiers de France aussi. Que votre force nous donne la force, que votre espoir nous donne l'espoir. La force de l'engagement, oui, bien sûr, et aussi cet espoir. L'espoir que nous donnent les sapeurs-pompiers d'une cité qui soit une cité plus fraternelle, une cité où on place les deux. Bruno Retailleau qui pousse la chansonnette. Où on place le don de soi avant le chacun pour soi. Vive les sapeurs-pompiers, honneur à tous les sapeurs-pompiers de France. Oui, effectivement, courage à tous les sapeurs-pompiers de France qui sont mobilisés, qui nous permettent d'intervenir rapidement, voilà, et qui sont une force de notre pays. Merci, Monsieur le ministre, pour votre réponse que nous ne manquerons pas de relayer, car dans quelques jours, à l'occasion des fêtes de Sainte-Barbe, nous serons aux côtés de nos sapeurs-pompiers pour leur rendre hommage et rendre hommage à leur courage et à leurs engagements. J'ai beaucoup d'admiration pour les sapeurs-pompiers. Christian Brouillin, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Oh là, plus dans le micro. Chers collègues, Monsieur le ministre des Transports, ma question a trait à l'embolie grandissante des plateformes aéroportuaires franciliennes et toutes les études faisant état d'une hausse inéluctable du transport aérien, on ne peut pas ne pas réagir. Je le dis d'autant que les solutions sont là, avec des aéroports peu éloignés de Paris et en capacité d'accueillir une part de ce trafic. Aujourd'hui, qu'est-il reproché? Des nuisances sonores grandissantes, une saturation du réseau routier, notamment du fait des poids lourds, et un impact atmosphérique bien trop concentré. Dans ce contexte inacceptable, prenons par exemple les avions de fret tout cargo, très pourvoyeurs notoires de ces agressions. Il existe un aéroport dédié à ce type de trafic, celui de Vatry, dans la Marne, à moins de 2 heures de Paris. Une infrastructure remarquable, la DGAC ne me démentira pas, et sur un territoire de très faible densité. Au travers de cet exemple, il ne s'agit pas de déplacer le problème, mais d'organiser la répartition de ces vols et ainsi de ne pas dépasser le seuil d'acceptabilité des populations concernées. Les opérateurs terrestres ne s'en plaindront pas, tant certains se sentent maltraités en termes d'immobilisation au sol du fait de l'engorgement de ces plateformes franciliennes. Et puis, est-il acceptable que du fret français soit traité à l'étranger, devant donc être camionnés sur nos routes avec l'impact environnemental que l'on peut imaginer. Si seulement on avait une filiale de fret ferroviaire qui pouvait être Merci pour vous répondre. La parole est à Monsieur disposée à prendre la suite de ce cargo. Monsieur le Président, merci, mesdames et messieurs. Je fais ici référence au démantèlement de fret SNCF demandé par la Commission européenne, plutôt ordonné. Merci chaleureusement pour l'engagement qui est le vôtre, qui est ancien, constant,
important pour l'avenir de l'aéroport de Vatry. Vous dire la sensibilité qui est la mienne, évidemment, par rapport aux aéroports franciliens, dont nous devons réduire la nuisance, mais au-delà de cela, vous dire de quelle façon nous travaillons pour l'aéroport et l'avenir de l'aéroport de Vatry, qui est à la fois un atout pour la France et qui est un enjeu très important pour les transports. C'est un atout pour la France d'abord parce que c'est un aéroport qui offre des conditions idéales. Une piste très longue, près de 4 km, des conditions d'exploitation assez libres compte tenu de l'absence de population à proximité, et puis enfin des coûts d'exploitation qui sont faibles. Au-delà de ces atouts, un enjeu important pour la France qui est lié évidemment à celui du trafic et du transport de marchandises. Vous le savez, et nous y avons beaucoup travaillé au niveau du ministère des Transports pour faire venir de nouvelles activités. Vous savez l'engagement également qui est celui d'Aéroports de Paris pour voir la complémentarité des flux entre les plateformes franciliennes et la plateforme de l'aéroport de Vatry. J'ai noté avec satisfaction qu'un nouvel opérateur, FTL Airlines, s'était implanté et avait des projets de développement sur cette plateforme aéroportuaire, et vous dire l'attention qui est la mienne pour que effectivement nous puissions réorganiser les flux de marchandises qui aujourd'hui viennent trop dans l'Europe du Nord, sur la Belgique, sur le Luxembourg, alors même que l'aéroport de Vatry constitue un atout considérable pour rapatrier en France un certain nombre de flux de marchandises. Vous pouvez être assuré de la mobilisation du ministre des Transports, de ses services. Je me retiens d'appuyer sur le bouton du Stream Deck. Je me retiens. Pour votre territoire et pour la France. Si vous saviez à quel point je me retiens. Merci, Monsieur le Ministre. Merci pour ces éléments de réponse qui donnent un peu d'espoir, puisque manifestement ce sujet vous préoccupe. Les perspectives d'évolution se font jour et il convient d'aller plus loin avec des solutions pérennes. Ce n'est pas facile, j'en conviens, mais nos voisins y travaillent de façon très prometteuse. Amsterdam avec Maastricht, Bruxelles et d'autres. La France le doit également. La souveraineté économique tient aussi à la maîtrise des approvisionnements. On l'a vu avec la crise Covid. Il serait incompréhensible que ne soient pas adoptées des positions de fermeté, je le dis. Mieux considérer encore les aéroports de province, et pas seulement Vatry, serait aussi agir pour un aménagement équilibré du territoire national et sans laisser les opérateurs étrangers... Oui, et ne pas laisser couler fret SNCF aussi. Hein. Au niveau du fret, je pense qu'ils se démerdent bien. La parole est à Madame Marion Canales pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Pour notre 14e question, antépénultième. Les réseaux sociaux sont devenus le nouvel Eldorado des atteintes à l'intégrité des individus et les élus ne sont pas épargnés. Un maire sur 4 en a été victime. Si l'intelligence peut être artificielle, la violence qu'elle induit est-elle bien réelle ? Un clic peut blesser plus qu'un coup. Il y a 4 jours, par exemple, le visage d'un député du Puy-de-Dôme a été découpé en 2 au couteau, les têtes du maire de Clermont-Ferrand et d'un adjoint écrabouillées dans une presse. À celles et ceux qui considèrent ces montages pas si dramatiques, nous devons répondre fermement que l'intelligence artificielle générative crée des contenus toujours plus extrêmes, augmentant le risque de passage à l'acte. Je pensais que c'était pour de vrai. Oh la vache. Nous ne devons pas banaliser l'intolérable, même en ligne, et que les plaintes doivent être suivies des faits. Dans 500 jours auront lieu les élections municipales. Engagez-vous qu'il disait... Ah oui, ça va venir vite. Romain d'Astérix et Obélix pourrait aujourd'hui être celle de nombreux maires qui se posent la question de la poursuite de leur engagement. À quel prix ? Leur tranquillité, celle de leurs proches, voire leur santé physique et mentale, ça a été dit par un de mes collègues. Avec le retrait de l'État et des services publics de nos territoires, les administrés n'ont plus d'interlocuteurs. C'est donc aux maires qu'ils s'adressent, le dernier à portée d'engueulade comme ils disent. Chaque décision gouvernementale qui affaiblit la capacité à faire des élus locaux est un coup de canif supplémentaire porté dans le contrat passé avec eux et la République. Affaiblis, plus vulnérables, les élus locaux se sentent plus démunis. Dépourvus de moyens, ils deviennent aux yeux de leurs détracteurs de mauvais gestionnaires, voire inutiles, et qu'ils mériteraient ainsi plus de respect, voire du mépris. Avez-vous l'intention de continuer d'entretenir ainsi la gronde pour ensuite jouer les pompiers pyromanes avec des plans à 5 millions d'euros, 5 millions, pour renforcer la sécurité des élus dont on se demande si les crédits... 5 millions d'euros, faut demander à Valérie Pécresse. Projet de loi de finances, car le doute plane. Merci. Mais je vais réitérer le parallèle que j'ai fait tout à l'heure. Les maires, c'est vraiment les employés de la première ligne du Covid, quoi. C'est les plus essentiels et pourtant les plus maltraités. Cette question de la violence aux élus à coût de millions d'euros, je n'y crois absolument pas. La violence, elle est partout, elle se répand dans notre société. Et évidemment, les premières victimes de ces violences, ce sont les élus. Il y a un énorme paradoxe. Jamais la France n'a eu autant besoin des maires et des élus. Et jamais
quelqu'un le disait, le questeur le disait il y a quelques instants, jamais ces élus ont été autant découragés. Découragés par des règles souvent bureaucratiques. Ouais, 2000 maires qui démissionnent par an, c'est fou. Vous avez parfaitement raison. 35 000 communes, c'est fou, c'est énorme. Tenu au courant par le préfet de ce département des violences qui ont été exercées sur les réseaux grâce à l'intelligence artificielle générative. Ce n'était pas l'intelligence artificielle qui est en soi la coupable, mais ce sont les Non, ce serait se tromper d'ennemi, effectivement. Ce moyen technologique. Je vous rappelle, et vous vous souvenez parfaitement, que c'est ici qu'est né au Sénat le texte qui a été voté le 21 mars dernier et qui permet de donner un certain nombre d'outils pour lutter contre la violence, y compris d'ailleurs sur les réseaux sociaux. C'est sans doute la partie la moins connue du texte, mais moi je veux le rappeler. Et il faut que notre texte, votre texte, puisse être scrupuleusement suivi des faits. J'ai demandé à mes préfets, aux préfets, de se mobiliser. Pour signaler systématiquement. Le préfet de vos départements a fait un article 40 pour signaler au procureur. Il faut, là encore, surveiller les réseaux. Il faudra aussi se poser la question, parce que l'intelligence artificielle générative nous met en face de nouveaux défis. Et je pense que Internet ne doit pas être une zone de non-droit. Ce que l'on demande dans la sphère physique réelle, on doit aussi être en droit de l'exercer dans la sphère virtuelle. C'était d'ailleurs les propositions d'un certain nombre de textes européens, notamment sur l'acte qui concernait l'intelligence artificielle. Mais en tout cas, croyez-moi, nous sommes parfaitement mobilisés. Mais vous avez raison. Quand on dépose plainte, soit il y a une suite, mais au moins que l'élu soit tenu informé des suites ou de la non-suite de la plainte qu'il a pu être déposée. Je pense que c'est fondamental. En tout cas, nous sommes parfaitement et concrètement mobilisés. Madame Canales. Voilà donc la réponse de Bruno Retailleau. Il parle d'une zone de non-droit sur Internet. 5 Bon, millions d'euros qui avaient été annoncés c'est par pas... Marie-Fort. On ne parle pas d'un endroit géographique, hein, Bruno. Des élus, nous espérons qu'il sera maintenu, que les 5 millions d'euros seront maintenus et nous aurons l'occasion d'en discuter au projet de loi de finances parce que le doute plane sur le maintien de ces millions d'euros pour la sécurité des élus. Ah oui, d'accord, on en est là, quoi. On gratte tellement dans les fonds de tiroir que même 5 millions, on gratte dessus, quoi. Les maires apprécieront. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question portera sur la fragilisation des services dans nos territoires. Ah bah. Non pas celle qui concerne les inégalités territoriales d'accès aux soins, pour lesquelles notre collègue Bruno Rejoin a rendu son rapport dernièrement et qui formule 38 recommandations, mais celle qui concerne les maternités. Année après année, inexorablement, nos maternités en France ferment. Aujourd'hui, c'est une baisse de plus de 40% de leur nombre. On s'est d'abord attaqué à la ruralité. On a dit que c'était la faute de la désertification. On a dit aussi qu'il fallait concentrer l'offre de soins. Alors on a fermé les petites maternités. On évoque parfois le peu de rentabilité des maternités, le nombre des naissances. Bref, toujours de bonnes raisons. Et elles ne manquent pas, c'est certain. Mais les indicateurs ont... Qui est prêt à faire du réarmement démographique, là, hein? Manifestez-vous dans le chat. Qui veut réarmer démographiquement la France? Sont en progression dans notre pays. La France est classée 22e sur 34 pays en Europe en termes de prise en charge des naissances. Ouf. Madame la ministre, je ne suis pas seule à le dire. Quand on sait qu'on était un champion il y a encore quelques décennies. Plus alarmants les uns que les autres. Il suffit de lire d'ailleurs le dernier rapport de la Cour des comptes pour s'en convaincre. Doit-on s'y résoudre et laisser nos sœurs, nos filles, nos petites filles redouter et craindre l'arrivée de leurs enfants? Ma question, que répondez-vous, vous, Madame la Ministre, à celles qui demain n'auront plus la certitude de pouvoir accoucher en toute sécurité dans notre pays en 2024 et 2025? Et même les années d'après. Mais bon, est-ce que le gouvernement sera toujours là? Est-ce qu'il aura été censuré entre-temps? On ne sait pas. Président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice de Cidrac, vous posez bien sûr une question essentielle. Nous avons besoin de continuer de repenser nos structures d'accueil pour la santé périnatale et il est une urgence pour nous de nous concentrer sur l'amélioration de la santé périnatale et je compte en faire vraiment une priorité. Les maternités, vous le savez, ne peuvent fonctionner qu'en toute sécurité. S'il y a suffisamment de gynéco-obstétriciens, s'il y a suffisamment d'anesthésistes, s'il y a suffisamment de sages-femmes pour assurer la sécurité, bien entendu, des parturientes, et c'est absolument essentiel. Et quand une maternité ferme, comme on en voit des petites maternités qui ferment parce qu'elles n'ont pas
les ressources humaines pour assurer cette sécurité, il ne faut pas... Je dirais laisser surtout la les moyens porte vide. financiers. Il faut vraiment créer une unité de suivi de périnatalité afin que les femmes enceintes puissent, et les pères, les mères et les pères, puissent être accueillis dans ces lieux pour le suivi des grossesses et pour, bien entendu, toutes les questions de prévention inhérentes à la périnatalité. D'accord, mais Et maintenant qu'on a dit ensuite, ça, les qu'est-ce qu'on conseils fait? pour aller accoucher dans l'endroit ad hoc. Je voudrais saluer le travail qui a été fait par les sénatrices Jacquemet et Guillotin, avec un rapport très argumenté sur justement la santé périnatale et travailler dans le sens des conclusions de ce rapport afin que nous puissions continuer d'avancer pour un maillage territorial qui soit à la fois sécurisant, efficace et suffisant et qui apportera C'est moi où elle a dit 2 fois aux suffisant. familles, aux femmes et aux hommes et aux enfants. Je crois qu'elle a raté son articulation d'excellentes, ternaire. aux papas, aux mamans et aux enfants, d'excellentes conditions de prise en charge. Madame. J'ai quand même l'impression qu'elle a un peu éludé la question. J'entends vos arguments, Madame la Ministre, ce sont les arguments que l'on entend souvent. Ils ne sont pas sans fondement, mais je voulais quand même porter à votre connaissance, et vous connaissez le sujet, à Saint-Germain-en-Laye, notre maternité va fermer au 1er janvier 2025. Cette décision brutale et unilatérale a été annoncée à Monsieur le maire par un coup de fil datant de quelques jours, Madame la Ministre. Il vous a écrit en apprenant ces décisions iniques qui s'inscrivent dans les orientations de l'ARS. C'est quand même étonnant que les maires ne soient pas tenus informés en amont. Cette situation est en plus, hélas, beaucoup trop répandue dans beaucoup d'endroits en France. Donc, Madame la Ministre, nous comptons vraiment sur votre soutien pour nous aider à trouver une solution, d'autant plus que beaucoup de mamans ne savent pas encore où elles vont accoucher. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Catherine Morin-Desailly pour le groupe Union Centriste. Et pour la dernière Monsieur le question de Président, ces ma questions question d'actualité. s'adresse à Madame la ministre de la Santé. Madame la ministre, vous avez annoncé la semaine dernière la création d'un nouveau carnet de santé avec des pages dédiées aux écrans ainsi qu'à des mesures de suivi. C'est vrai. Je me réjouis que ce gouvernement s'occupe enfin du sujet très préoccupant de la surexposition des enfants aux écrans, notamment des tout petits. C'est un sujet sur lequel, faute d'un rapport réalisé au nom de notre commission de la culture et de l'éducation en 2018, j'alertais votre prédécesseur Agnès Buzyn. En vain, puisque nos travaux fondés sur les conclusions d'experts et la proposition de loi adoptée à l'unanimité qui en était issue n'ont alors pas été soutenus, hélas. L'année dernière, la loi de la députée Caroline Janvier, qui, comme vous proposez notamment une modification du carnet de santé, n'a pas eu de suite au Sénat malgré nos démarches conjointes auprès de Catherine Vautrin. Le rapport commandé par le président de la République en janvier 2024 laissait pourtant penser qu'il s'agissait d'une urgence nationale. Aujourd'hui, les études le démontrent, le phénomène tend à s'aggraver, retard dans l'apprentissage, difficultés d'attention et de concentration, attitude passive de l'enfant face au monde qui l'entoure. Au-delà des mesures sectorielles que vous avez annoncées, quel plan global de prévention et d'action associant élus, professionnels de santé, familles, enseignants et éducateurs, et en s'appuyant sur l'ensemble de nos propositions, entendez-vous donc mener avec vos collègues ministres de l'Éducation nationale, de la petite enfance et du numérique? Qu'entendez-vous mener? Je vous remercie, Madame la Ministre. Pour vous répondre, Madame. Puis après qu'on se sera occupé du temps d'écran, on pourra passer sur le temps d'écran sur Twitter, qui est aussi un autre fléau. Président, Madame la sénatrice Morin-Desailly. Bon, vous avez raison. C'est un Mais c'est fléau. quand même un sujet grave, Et, oui. Le temps d'exposition des enfants et des enfants jeunes est un fléau, de même d'ailleurs que les contenus des écrans et de ce qu'ils peuvent y voir. C'est surtout ça en fait, c'est moins finalement le temps d'écran que les contenus qui sont vus, qui entraînent la passivité, le retard cognitif et autres consorts. Myopie, le développement des troubles du développement socio-émotionnel, de l'anxiété, de la dépression, bref, un mal-être qui est quand même notable et qui doit nous interpeller. Voilà. Arrêtez de regarder les écrans, mais si vraiment vous devez regarder les écrans, regardez mon stream. Voilà. Le Premier ministre, il y aura un peu moins de dépression comme ça. Grande cause nationale 2025, eh bien, nous devons avoir une réflexion aussi sur ce temps d'exposition aux écrans qui génère chez les jeunes un mal-être important, cette anxiété qui peut être source progressivement de dépression, on le sait bien. Donc nous avons vraiment un sujet de santé publique vis-à-vis de ce phénomène. Oui, nous avons
dès le 1er janvier, des nouveaux carnets de santé qui incluront des pages de prévention à destination des parents, d'explication à destination des parents. Oui, nous sommes également en train de modifier les carnets de maternité afin de donner là aussi des indications aux futurs parents, aux futures mères et aux futurs parents. Oui, il faut que nous construisions ensemble une feuille. Et vous, le chat, est-ce que vous êtes pour ou contre les écrans? Dites-le moi dans les commentaires. Par le professeur Benyamina et le docteur Mouton, rapports qui ont été remis au président de la République en avril dernier, car ce fléau, il faut que nous le combattions avec un cadre précis, mais la prévention reste quand même. Vous n'avez rien vu. La prévention, les conseils aux parents afin qu'ils puissent agir sur les enfants. Je crois que c'est ça qui est la coercition. Va être compliqué à mettre au-delà de ces actions-là. Madame de Sailly. Madame la ministre, vous admettez que la question est extrêmement grave. Alors pourquoi attendre encore et appeler à une nouvelle réflexion? Les rapports existaient au Sénat antérieurement à ceux rendus au président de la République. Appuyons-nous désormais déjà sur la PPL de notre collègue Caroline Janvier. Elle est déjà dans la navette. Elle comporte déjà des mesures qui visent à la prévention, mais aussi à l'action. Et en attendant, je suggère que le gouvernement engage d'ores et déjà une campagne d'intérêt général de santé publique qui permettrait entre autres la promotion des mesures visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, loi que nous venons de voter, et surtout des dispositifs de contrôle parental existants sur tablettes et téléphones, largement sous-utilisés, nous dit l'ARCOM. Nous le devons, madame, aux enfants, dont c'est aujourd'hui la journée internationale des droits. Ah, Merci. Journée internationale de droits des enfants. Mes chers collègues, La séance est je vous terminée. rappelle que les prochaines questions d'actualité au gouvernement La semaine prochaine. mercredi 27 novembre Voilà. 2024. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h35 pour des désignations suivies de la suite de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité Et oui, les sociale. sénateurs continuent le pour travail sur le 2027. PLFSS La séance est suspendue. 2025. Voilà, mais nous, on s'arrête là. Hop, voilà, c'est la fin de la séance des questions d'actualité au Sénat. Un ordre du jour finalement assez fourni, mais qui aura beaucoup tourné sur la situation des collectivités territoriales, puisque du coup, suite à l'échec de l'adoption de la partie recettes du budget 2025 à l'Assemblée nationale, le texte a été transmis dans sa version initiale au Sénat, version initiale qui comportait donc 5 milliards de prélèvements sur les comptes des collectivités locales, les mairies, les intercommunalités, les départements, les régions, etc. Voilà, et ce qui était considéré comme inacceptable de la part de nombreux sénateurs de tous les bancs au final, parce que si je regarde là, hein, si on reprend notre petite liste là, toc, on a le groupe RDSE, SER, CRCEK, GEST, les indépendants, SER, mais on l'a déjà vu, LR. Ah, l'Union centriste s'est pas prononcée. Mais bon, voilà, c'est quand même une situation qui a été largement partagée sur les bancs du Sénat. Mais voilà un petit peu, donc on va pouvoir faire le débrief de ces questions d'actualité au Sénat. Du coup, voilà, teinté du coup comme je le disais, de la situation des collectivités locales sur fond de congrès des maires de France qui sont actuellement en train de discuter de savoir est-ce que les 5 milliards, est-ce qu'on veut passer à la caisse ou est-ce qu'on veut pas passer à la caisse. Bon, je schématise bien sûr, ils ne discutent pas que de ça, mais j'imagine que ça doit quand même être sur toutes les lèvres, sur tous les débats, sur toutes les tables rondes sur lesquelles les maires sont actuellement en train de discuter. J'ai oublié de remettre la musique, moi je suis un gueudin. Hop, voilà, c'est quand même mieux avec la musique. Hop, attendez, je rebaisse un petit peu. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette séance de questions d'actualité au Sénat? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous êtes d'accord avec certaines questions qui ont été posées? Donc, on va refaire un petit bilan. Donc, je le disais, beaucoup sur les collectivités territoriales. On aura eu un fait divers en Haute-Savoie, la question sur la loi zéro artificialisation nette, la situation dans les écoles mahoraises, la sécurité des élus et le cyberharcèlement,
La question des sapeurs-pompiers volontaires retraités, ou plutôt des retraites des sapeurs-pompiers volontaires. La question du transport aérien et du cargo, du transport par cargo aérien. La dégradation des services de maternité et les pages de prévention sur les écrans dans les futurs carnets de santé. Voilà. Hop, voilà donc un petit peu ce qui aura été vu lors de ces 16 questions d'actualité. Voilà. Est-ce que vous, tiens, c'est la question que je pose un petit peu tous les mercredis, est-ce que vous auriez une question sur laquelle vous auriez aimé interpeller le gouvernement, voilà, pour soit le critiquer, soit l'encourager, dépendamment du camp dans lequel finalement vous vous situez. Voilà, si vous avez une question, alors pas aussi comment dire, détaillée que font les sénateurs, hein, puisqu'ils ont le droit à 2 minutes de temps de parole, mais en assimilé, voilà, s'il y a une problématique dont vous aimeriez entendre parler. Moi, je pense que je vais vraiment me préparer pour les futurs QAG du Sénat. Des petites questions comme ça auxquelles je pourrais, pareil, faire une intervention, une interpellation, voilà, dans le vent, puisqu'il y aura que vous qui m'écouterez, hein, mais sait-on jamais. Mais voilà, pour me prêter à l'exercice des questions d'actualité au gouvernement, pour interpeller un ministre sur une question spécifique, parce que moi j'aime bien les interventions politiques, j'en ai fait pendant très longtemps, j'ai toujours, je pense que j'ai encore toujours un petit peu la compétence et la capacité d'en faire, donc je me dis ça pourrait être marrant de se prêter à l'exercice. Là, dans l'immédiat, attendez, si je devais réfléchir comme ça une question dans l'immédiat, j'aurais posé la question soit sur le Mercosur, soit sur le démantèlement de fret SNCF, peut-être un autre sujet. Ah bah j'aurais posé une question, mais ça a été soulevé par... Du coup, en fait, j'aurais pas pu la préparer en avance, hein, je l'aurais vraiment appris coup sur coup, mais c'est finalement en ouverture des questions d'actualité au Sénat, on a appris que Michel Barnier a remis en cause le système des départements, plutôt non pas qu'il l'a remis en cause, mais qu'il souhaite le voir évoluer, donc peut-être ouvre-t-il la voie à une réforme des départements tels qu'on les connaît aujourd'hui, départements qui ont déjà évolué, hein, puisqu'ils ont connu une réforme en 2014, si je me souviens bien, la dernière, attendez, on va regarder ça. Hop, réforme des départements. 2000... Ah, on me dit... Non, c'est des régions. 2015, oui, évidemment, la loi NOTRe. Hop, 2014. Ah oui, non, c'était pas une réforme des régions, des départements. C'était un redécoupage cantonal qui a eu lieu en 2014. Mais il y a quand même eu une réforme territoriale. Ok. Non, ça c'est... Non, quelles sont... Ah bah voilà, quelles sont les réformes territoriales depuis 2012? Alors... Ah, il y a eu la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Ah oui, c'est notamment là où ont été créés les nouveaux blocs métropolitains, c'est vrai. Ah, mais elle a été supprimée par la loi NOTRe. D'accord, ok. D'accord, bah... Bon, il y avait eu un redécoupage cantonal, en tout cas en 2014. Et je sais qu'on était passé justement du conseil... comment ça s'appelait? Conseil général au conseil départemental. Hop. Ah voilà, en 2015, les conseillers généraux, 2015, pas 2014, les conseillers généraux deviennent des conseillers départementaux. Dans le même temps, le renouvellement jusqu'alors triennal devient intégral et le scrutin binominal est introduit. D'accord, ok. Ah, donc c'était un renouvellement triennal. Ok. Ah, comme au Sénat en fait. Mais là, c'est fini, du coup.
C'est l'acte 3 de la décentralisation. Ok, intéressant. Mais du coup, oui, je suis curieux de savoir ce dont Michel Barnier parlait, parce qu'en fait, il aura au final beaucoup éludé la question sur ce qu'il souhaite voir devenir pour les départements, et il sera resté dans le flou, en vrai. Simplement pour dire que le système des départements est arrivé à une limite, d'accord, mais qu'est-ce qu'on met derrière? Qu'est-ce qu'on propose derrière? Bah, il aura rien dit, quoi. Donc c'est pas le tout de critiquer le modèle des départements, surtout qu'en plus, il le disait, il a été président de département pendant plusieurs années, il me semble. Attendez. Quel département en plus? Michel Barnier. Alors, attendez. Je regarde. Nananana. Ministre, commissaire, sénateur, ministre. Président du Conseil général de Savoie. Pendant 17 ans. D'accord, ok. Ah oui, donc il a reconnu ça. De mars 82 à septembre 99. Donc voilà, c'est pas le tout de dire que les départements vont mal si derrière tu proposes rien. Donc il a une idée derrière la tête et il n'a pas voulu le dire au Sénat, qui est quand même un petit peu la chambre des territoires. Donc c'est quand même surprenant à voir ce qu'il nous réserve. Je regarderai moi justement la rediff, parce que moi ça me paraît bizarre. On est quand même dans la chambre des territoires, là où justement les départements jouent un rôle crucial en termes d'élection des sénateurs, puisque ce sont des grands électeurs. Et Michel Barnier élude la question de la réforme des départements. Que ce soit sur... parce qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il veut les supprimer? Est-ce qu'il veut les transformer? Est-ce qu'il veut les regrouper? On ne sait pas. Voilà. Est-ce qu'il veut leur redonner plus de missions? Est-ce qu'au contraire, il veut leur en enlever? Parce qu'à un moment, on parlait, mais c'était pas Michel Barnier, c'était Emmanuel Macron, je crois même Édouard Philippe qui en parlait, de refaire un redécoupage territorial pour retirer certaines missions à certains départements. Notamment, ce qui est aujourd'hui beaucoup critiqué, c'est la gestion du RSA, puisque c'est un véritable boulet dans les finances publiques des collectivités. Et de plus en plus, elle demande à ce que ce soit recentralisé au niveau de l'État. D'autant plus maintenant, en plus avec la loi, alors j'ai oublié son nom, mais la loi plein emploi, si je me souviens bien. Si, bon, je crois que je m'en souviens, qui dispose donc que maintenant il y a tout un nouveau circuit d'instruction et de contrôle des allocataires du RSA. Donc se pose la question de la recentralisation de la compétence RSA au niveau de l'État. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, voilà. C'est qu'il y a plusieurs départements qui ont leur RSA recentralisé. De mémoire, les Pyrénées-Orientales et la Seine-Saint-Denis. Pareil, je vérifie. Pyrénées-Orientales, Seine-Saint-Denis, voilà. Ah, c'est la loi 3DS, d'accord, ok. J'en ai marre de cette journée, désolé du coup, je t'écoute plus depuis une demi-heure. Ah, bah dis donc. Mais en même temps, ça m'a l'air très, très vénère, hein, ton... Comme la Nintendo. Comment ça? Ah, la Nintendo 3DS, ok. Ok. Non, mais effectivement, ça a l'air compliqué pour toi, Kimi, donc pas de problème là-dessus. Hein, Alors, nanana. Pyrénées-Orientales et Seine-Saint-Denis, et à compter de 2023 pour l'Ariège. D'accord, et c'est une expérimentation jusque fin 2026. Abandon improbable, pérennisation impossible. Ah bah dis donc, là je suis sur un rapport sénatorial qui date de quand? 24 septembre 2024? Ah bah c'est tout récent, dis donc. Rapport d'information. Ah, qui a été écrit par Arnaud Bazin et Éric Bocquet. D'accord, ok. Intéressant. Mais oui, voilà, donc on aura peut-être plus de news, si je puis dire, voilà, de la part de Michel Barnier dans les prochains mois, ou peut-être dans les prochaines semaines. J'imagine que ça viendra après l'étude du budget, s'il survit à l'étude du budget, puisque la menace de la motion de censure plane de plus en plus sur le gouvernement de Michel Barnier, donc à voir s'il va tenir, mais voilà.
il a lancé un pavé dans la mare. Moi, je trouve, hein, compte tenu de la personnalité de Michel Barnier, ce qu'il a fait, c'est lancer un pavé dans la mare. Euh, il l'a dit en congrès des maires de France. Congrès des maires ou c'était la réunion des départements? Il y avait un truc comme ça. Parce que pourquoi il le dirait au congrès des maires de France? Attendez, on va regarder ça. Hop. Ah, voilà. Tiens, un article du Monde. Bon, c'est réservé aux abonnés, mais voilà, bah, on va faire... Hop, tac, voilà. On va regarder ça de plus près. Alors, tac, toi, le catalogue, merci, c'est gentil, mais on le range d'ici à mercredi prochain. Devant les présidents des conseils départementaux, Michel Barnier fait des concessions sur les économies exigées et se dit ouvert à revenir sur le cumul des mandats. Mais non, mais c'est pas ça que je cherchais. Sur sacrificielle. Non, bah c'est pas ça. C'est pas ça. Attendez. Il me semblait... J'avais cru avoir trouvé. Hop. Ah, voilà, ça y est. J'ai. Voilà. C'est un article de la Banque des Territoires qui date du 15 novembre, date où Michel Barnier était devant les assises des départements. Donc Michel Barnier prône un nouveau modèle pour les départements, le financement de leurs compétences sociales et leurs associations aux décisions qui les concernent. Bien fait de venir... Ouais... Réduire très... Ah, 5 correctifs en vue. Sur le fonds de précaution, le fonds de réserve, ouais. La DMTO, le FCTVA, dont on a beaucoup entendu parler finalement pendant les questions d'actualité. Concours de la CNSA, ça je sais pas. Ah, la CNR-ALCL, qu'est-ce que c'était déjà? J'ai oublié ce que c'était. Nouvelle méthode pour le social, plan de réforme, à 3 ou 5 ans. Vision, cinquantaine de propositions. Ah, allocation sociale unique, d'accord, ouais. Ouais. Simplifier, clarifier, déconcentrer, oui. Moi, bon, personnellement, hein, ce n'est que mon avis, mais je considère qu'on a déjà bien assez déconcentré et qu'au contraire, il y a certains trucs qu'on pourrait reconcentrer. Alors, celui du conseiller territorial. Ah oui, ça c'est une histoire, le conseiller territorial, là ici, qui était un projet d'Emmanuel Macron, qui n'aura pas vu le jour pendant son premier mandat, parce qu'il y a eu les gilets jaunes, mais en gros, son idée c'était de fusionner les départements et les régions en une unique instance, qu'on appellerait, enfin, qui n'a pas trouvé de nom, mais voilà, qui n'a pas forcément de nom, mais dans lequel il y aurait des conseillers territoriaux et qui réunirait l'ensemble des compétences qu'ont actuellement les départements et les régions. Ah oui, il est ouvert à une réflexion sur le cumul des mandats. Il veut réinstaurer le cumul des mandats qui avait été supprimé maintenant il y a quelques années et qui est finalement de plus en plus demandé par certains élus. Mais moi je considère que c'est une bonne loi, le fait de ne pas pouvoir cumuler un mandat. Pour avoir été un élu universitaire et avoir cumulé tous les mandats qu'il était possible pour moi de cumuler quand j'étais étudiant, je peux vous dire que le cumul des mandats c'est pas une bonne chose. C'est bien de rester concentré sur un seul mandat. Ok, bon,
des propos très évasifs, hein. Finalement, on n'en apprend pas des masses. Mais voilà, Michel Barnier souhaite réformer le système des départements. Donc on en apprendra sûrement plus dans les semaines, les mois, peut-être les années à venir, si Michel Barnier y survit. La question, voilà, c'est est-ce qu'il va y survivre? Voilà, c'est toute la question. On peut ouvrir les paris. Jusqu'à quand Michel Barnier va tenir? Voilà, est-ce que vous pensez qu'il va tenir jusqu'au mois de novembre, jusqu'au mois de décembre? Est-ce qu'il va fêter la nouvelle année à Matignon? On ouvre les paris. Voilà, dites dans le chat jusqu'à quand vous pensez que Michel Barnier va pouvoir tenir. Moi j'ai ma petite idée, mais pour l'instant je vous en dis rien, parce que voilà, je garde mes petits secrets pour moi-même. Ah là là. Hop, bon, et ben vous savez quoi, on aura un petit peu digressé sur la fin, mais au moins comme ça permettait de creuser les sujets supplémentaires qui avaient été évoqués pendant ces questions d'actualité au gouvernement. Je vais mettre fin à la VOD pour YouTube, et puis on va continuer à discuter un petit peu ensemble encore quelques instants. YouTube, comme je te le disais tout à l'heure, si tu as aimé les questions d'actualité au gouvernement, enfin, si tu as aimé les regarder sur ma chaîne, parce que voilà, si tu as aimé la plus-value que je propose, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, n'hésite pas à parler de ma chaîne autour de toi, hein, c'est le meilleur moyen de m'aider à croître et à gagner en puissance si tu n'as pas les moyens de t'abonner. Mais voilà, en tout cas sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner. Et Twitch, n'hésitez pas à sub, bien sûr, ça m'encourage à continuer et à continuer et à proposer de nouveaux contenus politiques, à la fois donc des nouveaux et des plus travaillés. Hein. Je m'améliore de stream en stream et je compte bien continuer sur cette pente-là, mais pour cela, j'ai besoin de votre soutien financier, puisque je suis personnellement endetté à hauteur de 5 millions d'euros. Si seulement. Quoique, non. Non, j'ai pas envie... C'est pas un sort très enviable, hein, avoir 5 millions à rendre. Surtout que moi je suis pas président de parti, donc voilà. Enfin, peut-être que si, finalement. Bref, non, ça je vous en dirai pas plus. Je vous redis un nouveau concept sur lequel vous serez amené à participer, à me donner vos idées. Voilà, je ferai une grande annonce une fois que le projet sera prêt, mais je vous prépare quelque chose. Donc restez bien attentifs, abonnez-vous sur les réseaux, rejoignez-moi sur le Discord, c'est là où je suis le plus actif. Et sinon, suivez-moi sur Facebook et Instagram, c'est là où vous pourrez avoir des nouvelles sur ce grand projet qui va mêler gaming et politique sur cette chaîne. Voilà, en tout cas j'arrête là la VOD, hein. Elle tire en longueur depuis un peu trop de temps. J'espère qu'elle t'aura plu YouTube, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. N'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche, un pouce bleu ça me fait toujours plaisir, franchement j'aime bien collectionner les pouces. À très bientôt YouTube.